Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce site Darwin qui est une sorte de village dans Bordeaux. Un village de référence pour cette réunion au caractère un peu spécial pour vous présenter toutes les équipes qui conduisent la campagne d'Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales, conduites par Nicolas Thierry. Nous allons avoir l'occasion de passer une heure et quart ensemble pour faire le bilan et regarder toutes les propositions que formulent les écologistes pour faire de la Nouvelle-Aquitaine, nous l'espérons en tout cas, la première région écologique d'Europe. Une région dans laquelle nous allons pouvoir démontrer que la transformation écologique, la transition écologique que nous proposons, elle n'est pas réservée à ceux qui ont déjà tout, mais qu'elle s'appuie sur de solides piliers tels que les questions sociales, les questions environnementales, les questions de démocratie et les questions de santé. Ce sont des sujets importants au sortir de la pandémie que nous venons de vivre. Et ici, cette réunion publique a un caractère un peu spécial, c'est bien à cause des dispositions sanitaires qui nous sont imposées aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas dire que c'est réellement une réunion publique, un meeting, c'est comme une émission. Et me voilà rajeuni de plusieurs années, comme si j'étais en train de parler à ce caillou qui est devant moi, comme je l'ai fait il y a longtemps, et animer une émission avec des invités de choix. Ils sont d'ailleurs là, ils ne sont pas alignés, mais ils sont prêts à intervenir tout à l'heure pour nous montrer la richesse de cette campagne menée par Nicolas Thierry et la richesse des propositions que formulent les écologistes, qui sont des propositions sérieuses, argumentées, venant du terrain, avec tous celles et ceux qui sont derrière ces tables, qui ont de l'expérience, et qui ont su montrer leur efficacité et qui sont appelés à prendre des responsabilités encore plus importantes dans le monde d'après que nous voulons et que nous aimons. Benoît Biteau, par exemple, qui est député européen, Delphine Batho, qui est députée à l'Assemblée nationale, mais qui est aussi la présidente de Génération Écologie, Marie Scombre, qui est conseillère régionale, Benoît Hamon, qui est le responsable président de Génération, avec lequel nous travaillons déjà depuis, on peut le dire, plusieurs années maintenant. Monique de Marco, que je connais bien puisqu'elle a été longtemps responsable des écologistes à Talence et sur notre canton, avec elle nous avons mené plusieurs combats, elle est aujourd'hui sénatrice écologiste. Et puis alors derrière, je ne sais pas pourquoi ils se sont mis derrière, sans doute pas pour ne pas se mélanger avec la génération des vieux ou des semi-vieux. Alors, Léonore Monconduit, qui est notre jeune maire de Poitiers, brillante maire de Poitiers, qui représente, elle aussi, l'avenir de l'écologie dans notre pays. Et puis mon ami Clément Rossignol-Puech, qui a pris ma succession à Bègles et qui a été élu de manière très confortable et qui aujourd'hui mène une politique qui est une politique destinée pas simplement aux écologistes mais à l'ensemble de la population, une politique pour tous. Et puis notre star d'une certaine manière, Pierre Urmic, parce que Pierre il a gagné une très grande ville qui est la ville de Bordeaux, une ville dans laquelle la droite est resté pendant près de 75 ans. Je dis bien 75 ans. Et ce n'est pas un socialiste, ce n'est pas un centriste, mais c'est un écologiste on ne peut pas dire qui a pris la ville de Bordeaux, parce que la politique, c'est pas prendre, c'est pas éliminer les autres, mais qui a montré par sa constance qu'il était tout à fait capable, avec l'équipe qu'il a constituée, en faisant jouer un rôle très important à la société civile, qu'il était capable de prendre la relève et de l'assumer. Et c'est pour nous une très grande satisfaction de voir qu'en effet des villes comme Bordeaux, Grenoble, Poitiers et bien d'autres, et Lyon, sont des villes qui aujourd'hui sont dirigées par des écologistes qui montrent leur efficacité. Alors Nicolas Thierry, vous le connaissez, si vous êtes régionaux, mais vous le connaissez au-delà de la région, c'est lui qui dirige cette liste avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de conviction, beaucoup d'expérience aussi, puisqu'il est vice-président aujourd'hui de la région, chargé principalement des questions d'environnement. On va avoir l'occasion de parler avec Nicolas tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette équipe qu'il a constituée, elle est tout à fait capable de diriger l'une des plus grandes régions d'Europe, hein, c'est l'équivalent de l'Autriche, on le répète souvent, et de démontrer que c'est à ce niveau-là, au niveau des territoires, que l'on va pouvoir montrer comment l'écologie peut être un outil de transformation qui se décline au niveau national
et au niveau européen. Et puis nous n'oublions pas, parce que nous regardons le monde autour de nous, nous n'oublions pas que, pas loin de chez nous, les Allemands risquent d'élire bientôt une chancelière écologiste, et que dans de nombreux pays d'Europe aujourd'hui, les écologistes jouent un rôle majeur, pas simplement sur les questions de notre rapport au milieu, de notre manière différente d'habiter le monde, mais aussi dans le lien indissociable qu'il faut entre les questions d'environnement, les questions écologiques, les questions sociales et les questions démocratiques. On ne le répétera jamais assez par rapport à ceux qui, aujourd'hui, voudraient démontrer que nous sommes immatures et que nous sommes incapables de prendre des responsabilités. Eux, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, ils ont montré leurs limites que nous payons chèrement aujourd'hui, non seulement à travers la pandémie, mais à travers une crise démocratique profonde que traverse notre pays. Avant d'écouter Nicolas, on va dresser le portrait sur ce petit écran d'un paysan. C'est un mot que nous aimons ici. Nous aimons la confédération paysanne. Nous avons aimé, ma génération en tout cas, hop là là, ma génération qui peut trébucher et qui peut finir par tomber. Mais oui, nous avons aimé par exemple des responsables paysans comme Bernard Lambert, ce militant chrétien qui a créé dans les années 60, 70, qui a créé les travailleurs paysans avant que cela devienne la Confédération paysanne. Nous avons aimé dans nos Pyrénées des bergers comme Jean Pitreau qui se sont battus pour une autre agriculture. Eh bien, nous allons rejoindre maintenant Félix Noblia, qui est un paysan, un agriculteur, un éleveur en Pays Basque. Les Basques, comme dirait Pierre Urmic, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent où ils vont. J'ai repris une ferme en 2008 à l'âge de 23 ans parce que en fait, je voulais vivre, travailler dans ce territoire et le faire vivre. Et progressivement, ça m'a plu de plus en plus. Et maintenant, je ne ferai pas autre chose, quoi, à part avoir envie de changer le monde. Je m'appelle Félix Noblia, je suis paysan au Pays Basque. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'agriculture, mais permettre aux gens de se nourrir avec des produits sains, des produits abordables, et comment on est capable de construire un système qui puisse lutter contre le dérèglement climatique et s'y adapter. Progressivement, on fait évoluer les choses vers ce système d'agroécologie qui mélange de la gestion de pâturage, des productions alimentaires pour l'humain et des déchets de triage valorisés par les animaux. Comment en fait être sur un système le plus durable possible, comment arriver à recycler un maximum, comment travailler sur les questions d'autonomie. Aujourd'hui, on a des défis qui sont peut-être les plus importants auxquels l'humanité a eu à faire face, avec un décalage très important entre notre confort de vie et la réalité de la planète. Ce monde de demain, il sera durable ou il ne sera pas. J'ai la conviction que je peux faire quelque chose et que la politique est un des moyens pour accélérer la transition vers des systèmes qui soient plus durables. Je me suis engagé avec Nicolas Thierry parce qu'on est convaincu qu'on peut arriver à réellement lancer une transition et réaliser cette transition sur de l'agroécologie et sur un système alimentaire durable. Si on peut le faire ici, on peut le faire partout. C'est pour ça qu'on a une vraie responsabilité de montrer qu'on peut faire autrement. Et moi, en tout cas, ce qu'on porte au la liste, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. En fait, il ne s'agit pas de mettre en place une politique qui soit contraignante, c'est une politique d'incitation vers des systèmes. Il faut de l'accompagnement. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans des situations pour la plupart très compliquées et il faut les aider. C'est bien la preuve que les écologistes ne sont pas les ennemis des agriculteurs, comme on voudrait trop souvent le présenter, et qu'ils en sont des alliés, qu'ils peuvent aussi les aider à sortir d'une agriculture qui les pénalise finalement, comme elle pénalise l'environnement et les consommateurs, et que c'est en prenant le temps de la discussion, de l'échange, et en intégrant dans nos équipes des agriculteurs comme Félix Noblia, que nous arriverons à le prouver. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission, hein, on va dire le mot comme il est, sachez que nous vous recevons sur les réseaux sociaux et sur le site de Nos Terroirs, Notre Avenir, NTNA. C'est comme ça que vous dites, puisqu'on aime bien les acronymes. Alors Thierry, tu disais à la fin de ce portrait que ce qu'on fait là, on peut le reproduire. Et tu le traduis dans ce slogan, Nos terroirs, notre avenir. Est-ce que tu peux nous en donner quelques explications pour qu'on comprenne mieux ce que cela recouvre ? Déjà, c'est une vraie fierté de voir des paysans comme Félix s'engager avec nous sur cette liste. Tu l'as dit, c'est la preuve
qu'on n'est pas l'ennemi des paysans, mais qu'on combat surtout un certain type de modèle agricole et qu'on est aux côtés des paysans. Et en effet, il y a un enjeu particulier dans cette région. C'est la plus grande région de France, tu l'as dit, peut-être d'Europe, géographiquement. On a des territoires qui sont connus au-delà des frontières régionales, parce qu'ils ont une identité forte, parce qu'ils ont une biodiversité incroyable, des animaux, des végétaux, et une biodiversité, tu le sais, hein, qui sont très fragiles aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est que si nous montrons qu'on peut réussir la mutation agricole ici en Nouvelle-Aquitaine, dans la première région agricole d'Europe, c'est qu'on peut le faire partout. Et l'enjeu d'un nouveau modèle agricole, c'est de pouvoir mieux rémunérer les paysans, parce qu'aujourd'hui, 1 sur 5 en Nouvelle-Aquitaine gagne, enfin en tout cas, est en dessous du seuil de pauvreté. C'est au-dessus de la moyenne nationale, alors qu'on est la première région agricole d'Europe. Il y a l'enjeu autour de l'agriculture de protéger notre environnement et évidemment de mieux nous nourrir. Il y a des enjeux comme la bétonisation et la destruction des terres agricoles. C'est plus de 100 000 hectares en 10 ans qui ont disparu en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un enjeu très fort si demain on veut continuer à installer des paysans. Et je pense qu'il faut poser un cap très clair, c'est que le XXe siècle fut le siècle de l'agrochimie et le XXIe siècle sera le siècle de l'agroécologie. Et ça, il faut le porter, il faut avoir ce cap, pas en dévier. Et pour le dire simplement, il est temps de respecter la terre qui nous nourrit, tout simplement. Ce n'est pas une lubie d'écologistes. Ils ont été en avance sur ces questions-là, mais on voit bien aujourd'hui, enquête d'opinion après enquête d'opinion, qu'il y a une très forte attente d'une meilleure alimentation et donc d'une agriculture qui soit plus proche de nous en termes de distance, plus proche de qui protège mieux notre santé, qui protège mieux surtout les paysans et leur manière de survivre. Tu as parlé de pacte vert. Oui. C'est quoi le pacte vert? Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est à la fois de sauver le climat et la biodiversité, et à la fois de créer des emplois. On est dans une situation inédite, on sort de cette crise sanitaire, les scientifiques nous disent qu'on rentre dans la décennie critique, c'est comme ça que le GIEC l'appelle, et qu'on a 10 ans en fait pour agir, et il faut concilier préservation de l'environnement, la justice sociale et la question de la création des emplois. Et si tu me le permets, on a travaillé beaucoup depuis plusieurs mois pour élaborer un certain nombre de propositions. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais en évoquer quelques-unes, ce qui donnera un peu l'esprit du projet que l'on porte, pour essayer justement d'être à la hauteur de cet enjeu-là. La première chose, c'est que pour la protection du vivant et de la biodiversité, notre première décision, quand on a gagné la région, c'est de déclarer l'état d'urgence écologique et d'appliquer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ça sera notre première décision. Par ailleurs, on a parlé de l'agriculture il y a quelques minutes. On va porter une proposition et surtout une politique inédite qui sera de acheter des terres agricoles. La région achètera 60 000 hectares de terres agricoles d'ici 2028. Pourquoi? Pour préserver les terres agricoles et à la fois pour installer des paysans en agroécologie. Ce que tu dis là est très important parce que la métropole de Bordeaux, je ne parle pas de la région, est une des métropoles qui accuse de toutes les métropoles françaises le plus grand étalement urbain. Ouais. Ça veut dire qu'on a gagné sur des terres agricoles qui pourraient aujourd'hui servir à nous nourrir. Nous n'avons, je crois, que 2 jours d'autosuffisance alimentaire devant nous. Et il y a cet enjeu de souveraineté alimentaire, et on l'a vu avec la crise sanitaire, où il faut relocaliser et à quel point on est fragile si on ne produit pas chez nous. Il y a l'enjeu, évidemment, dans l'agriculture, de sortir des pesticides de synthèse d'ici 2030. Là, le projet qu'on a, c'est de lancer un grand plan agroécologique, pour le dire simplement, réorienter aujourd'hui les subventions qui sont destinées à l'agriculture industrielle et intensive vers l'agriculture paysanne. Le faire progressivement, mais avec un cap, et le faire fermement. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec Benoît. Benoît, je pense, en parlera très bien. Il y a évidemment, quand on parle région, la question des lycées. Il y a les cantines, donc quand on est dans la première région agricole d'Europe, on se doit de proposer du bio, du local et de bien nourrir nos lycéens. Donc ça, c'est un enjeu très fort et qui soit surtout accessible à toutes et tous. Il y a un autre enjeu qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens d'évoquer, mais qui nous occupe beaucoup, en tout cas dans le projet, c'est le fléau aujourd'hui des violences faites aux femmes. On portera une politique où on triplera les moyens de la région pour lutter contre ces violences et avec une action très forte aussi de lutte contre toutes les discriminations. Il y a également un enjeu très fort sur les questions d'inégalité. Quand on parle d'inégalité, on parle aussi du droit à se déplacer, par exemple dans cette région. Bien sûr.
Là, il y a un enjeu très fort, plutôt que de penser sur une LGV entre Toulouse et Bordeaux, des milliards pour gagner quelques minutes, c'est comment on rénove les lignes du quotidien, comment on rend les transports accessibles. Donc là, on propose un pass unique pour se déplacer, utiliser tous les transports de la région et qu'il soit gratuit pour les moins de 25 ans et les demandeurs d'emploi. Oui, c'est en fait aménager le territoire pour ceux qui y vivent et qui aujourd'hui sont dépendants souvent de leur voiture, qui n'ont pas beaucoup de services, qui est obligé de quitter les centres-villes parce que les logements sont trop chers. Donc c'est une manière d'inégalité qui relègue les familles les plus en difficulté. Et donc nous préférons, plutôt que de faire des choix techniques qui font plaisir aux élus et à quelques technocrates, plutôt que de déménager le territoire, on préfère l'aménager pour ceux qui y vivent. Nous, ce qu'on dit, et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut cesser d'aménager le territoire, mais le ménager du verbe prendre soin. Exactement. Mais ça correspond à ce que tu dis. Il y a un autre sujet. Les écologistes adorent la société du care. Exactement, du prendre soin. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre sujet très important, c'est le sujet de la culture. Oui. Le monde de la culture souffre beaucoup et à genoux à la sortie de cette pandémie. Et surtout à un moment où la société est traversée par des tensions, des violences, la culture, elle est essentielle pour préserver notre cohésion sociale. Et là, l'enjeu, c'est de porter le budget de la culture à 100 millions d'euros par an, parce qu'un plan de relance ne suffira pas. Il faut vraiment accompagner le monde de la culture dans les prochaines années. Donc ça, c'est un choix assumé. Il y a, il me semble aussi, tu veux me couper? Non, parce que dans l'oreillette, on me dit qu'il ne te reste plus beaucoup de temps et que tu aurais même peut-être un petit peu dépassé. Mais c'est tellement passionnant que je t'accorde encore un répit. Je termine très vite en disant qu'il y a l'enjeu de l'économie. Qui est évidemment le nerf de la guerre. Là, il y a l'enjeu de faire émerger de nouvelles filières et d'accompagner les filières existantes. Et là, il faut vraiment qu'on soit créatif pour faire apparaître de nouvelles filières. Par exemple, la production locale de médicaments, l'hydrogène vert. Il faut se positionner aussi sur des sujets que peut-être les écologistes délaissent un peu, mais l'intelligence artificielle, il faut prendre la main dessus pour que ça soit un atout pour demain dans la lutte contre des règlements climatiques. Il y a des ruptures technologiques qui arrivent aussi avec des nouveaux types de solaire qui ne seront pas le solaire qu'on connaît aujourd'hui, et il faut investir. Et je finis vraiment là-dessus. Quand on a dit ça, c'est comment on investit. Et je pense qu'un des leviers très importants, c'est mobiliser l'épargne des néo-aquitains. Et là, on propose un fonds d'épargne régional, pour le dire simplement. Chaque néo-aquitain pourra mettre son épargne dans un fonds régional, comme à la banque, avec un retour sur investissement, mais son épargne sera mobilisée en faveur de l'économie, du territoire et de la région. C'est un magnifique programme. Simplement, une précision, parce que souvent les écologistes sont présentés comme des technophobes. On serait contre toute innovation technologique. Donc je crois qu'il faut qu'on explique bien, et tu viens de le dire, à travers un certain nombre d'exemples, que nous ne sommes pas des technophobes, mais nous sommes technocritiques. Il ne faut pas qu'on nous empêche de penser et de savoir que, de se poser la question de savoir si une innovation technologique, elle apporte plus de bénéfices que de risques à la société. Et dans la mesure où on se pose cette question, alors on se pose une question démocratique, de dire que ce n'est pas à Intel, à Huawei ou à je ne sais quelle entreprise d'intelligence artificielle ou de télécom de nous imposer des choix industriels, c'est à la société d'en décider. C'est ce que demandent les écologistes et c'est la preuve que l'écologie, telle que nous la concevons, elle est au cœur de la question démocratique. Alors, tu es vice-président de la région, d'une région qui est, j'allais dire, co-gouvernée par les socialistes. Le président, c'est Alain Rousset, et par les écologistes, tu es vice-président. Donc, tu es avec les écologistes, en quelque sorte, co-responsable du bilan de ce mandat. Et tu dis... je ne sais pas si c'est à juste titre, je ne connais pas assez bien dans le détail la politique de la région, même si je la suis avec intérêt. Mais tu dis, bon, on a fait des choses, mais on peut aller plus loin. Oui, ce que je dis, c'est que, pour parler d'Alain Rousset notamment, c'est que le problème, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait pas. C'est ça la... Disons les choses clairement, les écologistes ne sont pas là pour se battre contre quelqu'un. Le seul adversaire que nous avons, les seuls ennemis que nous avons, c'est ceux qui sont contre la démocratie, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est une compétition électorale, je crois qu'il faut le dire. Et nous, on avance sur nos idées et non pas on ne fait pas de la publicité comparative. Et moi, pour tout dire, j'ai du respect pour Alain Rousset, mais après près d'un quart de siècle à la tête de la région, il est prisonnier du système qu'il a lui-même mis en place. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et au fond, il continue à croire que écologie et économie, ça s'oppose.
et surtout quand on sait que si on laisse l'emballement climatique se réaliser malheureusement comme les scientifiques le prévoient, notre économie ne sera plus viable. Et par ailleurs, il y a un gros sujet, c'est avec la fusion de cette région, il y a eu une inégalité de territoire qui s'est creusée beaucoup. Alain Rousset parle beaucoup notamment de la création d'emplois industriels. C'est vrai, il y a de l'emploi industriel qui a été créé, mais beaucoup en Aquitaine. Un chiffre, 94 000 entreprises en Nouvelle-Aquitaine, 75% sont en Gironde. Donc en fait, le développement économique s'est fait au détriment des autres territoires. Donc il faut sortir de cette centralisation, de cette métropolisation qui consiste à penser que si on enrichit les métropoles par ruissellement, on va enrichir les autres territoires. Non, on siphonne plutôt les Exactement, autres territoires. Il faut sortir de ça. Donc moi, si demain je suis président de région, je sortirai de cette forme de centralisme et sortir de cette idée, encore une fois, que tout le monde peut bénéficier de la richesse bordelaise. Ce n'est pas vrai. On veut une région vivante, pas une entité administrative sans âme. Il faut que tous les territoires soient respectés parce que vraiment, ces inégalités, c'est devenu insupportable et ça doit cesser. Alors merci pour cette introduction qui nous en dit plus sur ce que vous proposez les uns et les autres, enfin toute ton équipe, à l'occasion de ces élections régionales. Donc, comme tu l'as dit, on peut le faire ici, on peut le faire ailleurs. Les écologistes ont déjà gagné, je l'ai dit, Bordeaux, Grenoble, Poitiers, Lyon. Et pourquoi ne pas espérer demain accéder aux plus hautes responsabilités? Un message nous est envoyé d'un de nos responsables au sein d'Europe Écologie Les Verts. C'est le message de Yannick Jadot que je vous demande d'écouter. En Nouvelle-Aquitaine, la campagne de Nicolas Thierry et du rassemblement qu'il mène avec toutes ces femmes et tous ces hommes, actrices, acteurs des territoires, c'est un projet de reconquête démocratique dans une région qui a besoin de se renouveler de ce point de vue-là. C'est un projet de reconquête des territoires et j'aime le terme qu'emploie Nicolas Thierry de terroir. Un territoire, ça se conquiert, ça s'administre. Un terroir, ça se travaille, ça se fait vivre. Le terroir, qu'il soit rural ou urbain, c'est l'endroit où on vit, c'est le lieu où on vit. Et comme dirait Bruno Latour, ça doit être aussi l'endroit dont on vit. Et il faut le respecter. Respecter la nature, évidemment, se réconcilier avec elle parce que nous sommes la nature. Mais autour de ces grands projets, c'est un grand projet de reconquête économique et sociale. Reconquête économique parce qu'à travers l'économie circulaire, qui lutte contre l'obsolescence programmée, qui lutte contre tous les gaspillages, qui met au cœur le réemploi, la réparation, le recyclage, c'est un projet de reconquête territoriale. C'est aussi un projet de reconquête agricole. Nous avons besoin de faire vivre une agriculture qui non seulement n'impacte pas le climat, mais parvient aussi à s'y adapter. Et puis c'est un projet de littoral. La Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi un grand littoral qui est aujourd'hui à la fois menacé par la vie du littoral et par le dérèglement climatique. On a besoin de renouveler l'exécutif de cette région. On a besoin d'une espérance nouvelle. On a besoin de se réconcilier avec l'avenir. Avec Nicolas Thierry, président de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un projet de reconquête, c'est un projet de solidarité, c'est un projet écologique. La reconquête, elle a commencé de manière très forte, avec beaucoup de surprises de la part des Français qui eux-mêmes se sont dit « mais finalement on a voté écolo », ils ont eu un petit peu peur au départ, puis maintenant ils sont en train de s'apercevoir que les responsables écologistes, les maires, hommes ou femmes, ils sont tout à fait à la hauteur. Alors, on a organisé une table ronde avec 3 jeunes élus que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, Pierre fait, quand je dis jeunes élus, c'est un jeune maire, mais il a été longtemps dans l'opposition. Il a montré d'ailleurs sa détermination, sa compétence et sa pugnacité. Et c'est très important de savoir qu'en politique, les choses n'arrivent pas comme ça. Elles se construisent. Et Pierre fait partie de ceux qui se sont construits, tout comme Léonore Monconduit, qui avant de devenir maire de Poitiers, était très engagée dans l'éducation populaire. Donc c'est une femme de terrain. Clément Rossignol-Puech, lui, il a eu l'avantage d'être à la fois dans la recherche universitaire et puis dans le combat de terrain. Donc ça veut dire que tous ces élus,
ils ne se sont pas construits dans les appareils, comme beaucoup d'apparatchiks, mais ils ont apporté leur expérience. Je pense que c'est important de le dire au moment où on voit les limites des partis politiques. Donc, Clément Rossignol-Puech qui est maire de Bègles, Léonore Monconduit qui est maire de Poitiers, Pierre Urmic qui est maire de Bordeaux. Comme c'est le maire de la ville la plus importante, on va commencer par Pierre. Des débuts qui n'ont pas toujours été très faciles, comme pour tous les maires écologistes. Et puis aujourd'hui, bien, tu imprimes ta marque. Quels sont les principaux gestes que tu as accomplis à Bordeaux qui montrent qu'il y a une différence avec ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant? D'abord, tu l'as dit, Noël, ça a été une ville très difficile à conquérir. C'est une ville qui était restée pendant 73 ans à droite, donc ça vous marque un territoire. Et pas grand monde ne s'attendait à ce que cette ville bascule. Même chez les Verts au niveau national, certains, ça m'avait frappé à l'époque, citaient souvent Lille et Toulouse comme étant des villes pouvant basculer, et ils ne pensaient jamais à Bordeaux. Parce que c'était des villes qui avaient connu ou qui connaissaient des maires de gauche, autant Lille que Toulouse, mais Bordeaux, non. Donc ça a été difficile, tu l'as dit, je crois que Noël, ça a été aussi beaucoup de détermination. Ça n'a pas été facile tous les jours, hein. On a connu des basses eaux pour l'écologie. Et c'est assez amusant, je retrouvais récemment ce que disait Alain Juppé, que tu as bien connu, lors de ce qui était son dernier conseil municipal. Alain Juppé qui n'était pas un maître de Pierre Urmic. Non, non, et il ne savait pas que c'était son dernier conseil municipal parce qu'il a décidé de démissionner quelques jours après. Je crois que c'était le 10 février 2019. Il a dit, Monsieur Urmic, j'ai trouvé votre surnom, au bout de 25 ans il était temps, il m'a dit, Monsieur Urmic, j'ai trouvé votre surnom, vous êtes Sisyphe parce que vous poussez le bouchon de la résistance vers des sommets. Et j'ai trouvé que c'était un compliment. C'est un compliment parce que nous, écologistes, effectivement, on pousse le rocher vers le sommet et parfois on y arrive. Et je dirais, pour paraphraser Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc il y a des écologistes qui ont bien poussé le rocher, et il y en a certainement dans cette salle, et qui peuvent se définir aujourd'hui comme des Sisyphe heureux. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour marquer notre empreinte dans cette ville? Ça a été difficile, tu l'as dit. On avait un peu sous-estimé le poids de la résistance. J'ai même envie de dire parfois de la rancune, de gens qui ne s'attendaient pas du tout à être battus. Donc ils ne nous ont pas facilité la tâche, mais avec une bonne équipe, je vous promets qu'on avance sur plusieurs fronts. On végétalise la ville, par exemple, on est une ville très minérale, qui avait été ces dernières années totalement asphyxiée par une promotion immobilière mal contrôlée. On a lancé un plan qui s'appelle Bordeaux Grande Nature. On fait beaucoup de démocratie locale pour passer de cette démocratie intermittente à une démocratie permanente dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. On a monté les assises de la démocratie pour se doter de nouveaux outils. On est en train de revisiter l'urbanisme. On a inventé, grâce à un excellent professionnel qui est mon adjoint à l'urbanisme résilient, on a monté ici à Bordeaux, sachez-le, un label en termes d'urbanisme qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais, qu'on est en train d'imposer à tous les promoteurs qui veulent travailler avec nous et qui sera intégré dans notre futur PLU. Donc, si vous voulez, on avance tous les jours. Un dernier mot, moi, le jour de mon élection de maire, c'était le 3 juillet 2020, j'ai dit je ne veux pas renverser la table, je veux la réparer. Et avec mon équipe, c'est ce qu'on fait tous les jours. On répare la table. Le seul tort qu'on a eu, c'est qu'on avait peut-être sous-estimé à quel point la table était bancale à Bordeaux. Donc, vous pouvez compter sur nous pour tous les jours la réparer. C'est un gros travail de Sisyphe. C'est de la modestie de la part de Pierre, parce que c'est un travail énorme. Une question avec une réponse brève. Bordeaux était présenté comme une ville-musée, d'ailleurs. Ton prédécesseur, enfin Alain Juppé, faisait beaucoup d'efforts pour qu'elle soit la ville-musée visitée par le monde entier, ce qui a eu des conséquences assez dramatiques pour toute une partie de la population. Donc toi, tu travailles avec ton équipe à en faire une ville pour tous, si je puis dire. Bien sûr. Les rares fois où un de nos adversaires pendant la campagne disait, pour affirmer sa pseudo-conversion écologiste, disait « Moi, je veux faire de Bordeaux une ville verte à visiter. » Je lui dis « Mais c'est une ânerie. Nous, on veut faire une ville verte à habiter. » C'est toute la différence entre une certaine vision de droite et la nôtre. Donc nous, on se bat pour rendre cette ville plus conviviable, plus habitable, plus supportable l'été, en luttant contre les îlots de chaleur urbains, en la végétalisant, comme je l'ai dit, socialement également. Il n'y a pas de conversion écologiste si elle ne se fait pas dans un double souci de solidarité et de justice sociale. Tous les jours, nous travaillons aussi. Nous avons considérablement augmenté le budget de notre centre communal d'action sociale, naturellement. Donc voilà, c'est une mairie écologiste. Une mairie qui travaille.
qui avance. Du travail, et qui avec fait une changer bonne les choses. une équipe à la fois composée de partenaires de gauche, du Parti socialiste, de Génération, du Parti communiste, mais aussi un grand vivier d'élus, des primo-arrivants politiques qui, pour la première fois, se confrontent à la politique et qui, je vous promets, travaillent énormément. Donc, on est une équipe qui travaille beaucoup et je pense, bon, on est là que depuis 11 mois. Nos adversaires disent ça va pas assez vite, ils sont gonflés quand même. Eux qui n'ont rien fichu pendant des années, ça va pas assez vite. Bon, ça ne va jamais assez vite, mais moi je pense que ça y est, au bout de 11 mois, déjà la ville commence à être transformée, les Bordelais commencent à s'en rendre compte. Merci Pierre. Léonore Monconduit, elle aussi, elle a mené un combat très important, parce qu'on ne le dit pas assez. Autant Bordeaux était le fief de la droite depuis 75 ans, autant Poitiers était le fief du Parti socialiste de la gauche depuis 30 ans. Donc il y avait même un peu plus. Il y avait beaucoup d'apparatchiks, beaucoup de gens très installés. Et tu as réussi à conquérir la ville de Poitiers, selon des méthodes d'ailleurs, on ne va pas y revenir aujourd'hui, qui étaient tout à fait exemplaires et innovantes et qui peuvent servir de modèle. Mais là, en ce moment, tu travailles sur les vacances pour les petits, pour les jeunes Poitevins. Si j'ai bien compris ce qui se passe, les vacances pour tous. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, tu as été très actif dans l'éducation populaire. Et l'éducation populaire est pour toi un outil de conduite des affaires municipales, un outil de gestion démocratique. Explique-nous ça. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, bon, les vacances arrivent, donc c'est une politique qui nous préoccupe beaucoup. Très importante pour lutter contre les inégalités. Oui, parce que lorsqu'on parle politique sociale, aujourd'hui, tout le monde pense aux politiques de l'emploi. C'est important. Or, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'inégalités se développent hors temps de travail, en particulier dans le temps libre. Le temps libre qui a fait l'objet de tant de conquêtes sociales du XXe siècle, les congés payés, etc. Et aujourd'hui, nous voulons faire des vacances, un pilier de notre politique sociale et éducative pour Poitiers. Pourquoi? Parce que l'évasion, nous considérons que l'évasion doit être accessible à toutes et à tous, en particulier après 2 étés confinés où de nombreux enfants sont restés dans leur quartier, parce que ça offre un espace éducatif à part entière, l'éducation populaire en effet, qui apporte des valeurs d'émancipation, d'autonomisation, d'apprentissage de la vie en collectivité, et parce que nous en sommes convaincus, c'est un vecteur de cohésion sociale et de mixité important à l'échelle d'une ville comme Poitiers. Mais ce que tu as dit, Noël, qui est important, c'est que ce n'est pas simplement une politique un peu phare pour Poitiers, c'est une méthode qui irrigue l'ensemble de nos pratiques et qui, à mon sens, fait partie des clés du renouvellement politique tel qu'il est attendu des citoyens. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, les élections qui se jouent aujourd'hui, le renouvellement du monde politique doit se fonder sur une confiance renouvelée des citoyens en la politique. Il n'y a jamais eu autant de défiance, peut-être s'il y en a déjà eu, en tout cas aujourd'hui, il y a une défiance extrêmement forte des citoyens envers la politique. Les taux de participation qui nous ont élus ont été malheureusement très bas, et pourtant, il y a des mouvements citoyens, notamment des mouvements de jeunesse, qui sont extrêmement mobilisés, et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin de politique qu'aujourd'hui pour faire face aux défis qui nous attendent. Et l'enjeu, c'est vraiment de trouver des formes politiques qui captent cette énergie citoyenne, cette aspiration au renouvellement, et les méthodes de l'éducation populaire font partie des enjeux pour renouveler la politique. C'est ce que nous avons fait à Poitiers avec Poitiers Collectif, et cette confiance, elle se manifeste aussi dans la liste portée par Nicolas Thierry, notamment, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de faire confiance en des profils citoyens renouvelés. Bon, par exemple, je me permets de parler de mon département, mais dans la Vienne, nous avons Christine Graval, qui est une personnalité issue de l'économie sociale et solidaire. On va l'entendre tout à l'heure. Ouais, ben voilà, très bien. Qui est à la place où j'étais il y a 5 ans, puisque j'ai aussi été conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je trouve que c'est en faisant confiance à des citoyens qui n'ont pas forcément un parcours politique fort qu'on contribue à redonner confiance en la politique. Depuis ton élection, est-ce que tu as constaté un retour de la confiance de la part des Poitevins? Est-ce que tu as senti quelque chose qui se passait? Alors, comme l'a dit Pierre, ça se décrète pas du jour au lendemain, ça se construit. Et depuis 1 an, notre équipe s'attelle à impulser les transitions collectives dont notre territoire a besoin. Nous faisons beaucoup de rencontres, nous construisons avec les premiers concernés par nos politiques. Nous aussi, nous avons construit des feuilles de route sur la culture, par exemple, avec les acteurs culturels. Nous avons construit une feuille de route de l'urbanisme avec les acteurs du bâtiment. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance. Et j'ai l'impression que l'état d'esprit change, et c'est aussi un enjeu de cette élection régionale pour moi. Ce qui est au cœur des enjeux pour la Nouvelle-Aquitaine demain, c'est l'écologie, bien sûr, mais aussi la question des territoires.
dans de nombreux habitantes et habitants de la Nouvelle-Aquitaine ont le sentiment que depuis la fusion, en particulier en Limousin et Poitou-Charentes, la région s'est éloignée des territoires. Et la confiance, elle doit aussi se manifester par la manière dont la région Nouvelle-Aquitaine témoigne une attention égale à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et c'est vraiment, là aussi, je sais que c'est un enjeu fortement porté par l'équipe de Nicolas Thierry. Et pour moi, c'est vraiment l'un des principaux enjeux de la région Nouvelle-Aquitaine demain. Merci Léonore. Clément, ça m'est difficile de te poser des questions puisque tu as pris ma succession lorsque j'ai décidé de quitter la ville de Bègles en 2017. 28 ans maire, c'est beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, tu es en responsabilité d'une ville de 30 000 habitants. Tu es vice-président de la métropole. Quels sont les principaux, quelles sont tes priorités en ce moment? Pour ton mandat, je sais qu'il y a de la continuité par rapport à ce qu'on a fait ensemble, mais bien sûr, tu es là pour apporter ta personnalité avec ton équipe et réorienter quelques politiques municipales. Oui, merci beaucoup Noël. En effet, moi je suis maire depuis 2017 et on a failli être élu au premier tour à 23 voix près. Voilà, 23 voix près. Que les 23 qui se sont abstenus se reconnaissent. Oui, ils ne sont pas dans cette salle. D'ailleurs, je salue tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, quand on est maire d'une ville de 30 000 habitants, tu l'as dit, on est là pour aider les habitants au quotidien, dans leurs difficultés et dans leur réussite, l'ensemble de l'équipe municipale, et aussi donner un cap. Et le cap que l'on donne sur la ville de Bègles, c'est le même que tu as donné depuis 1989, à savoir réussir à trouver les leviers d'action pour trouver des solutions sur les 3 défis que tu as dit ce soir en introduction. Le défi écologique, chute de la biodiversité et enjeux du climat, le défi social, les catégories populaires s'appauvrissent, les ultra-riches s'enrichissent, les classes moyennes ont peur du déclassement, et le défi démocratique, l'abstention qui monte et le populisme qui rôde à nos portes. Et donc, je vais donner quelques exemples de réalisations que tu as faites ou qu'on a continué à apporter ici à Bègles, qui allient des réponses à ces 3 défis. Le premier, c'est de l'habitat coopératif, participatif, à caractère social. Tu as été le premier maire en France à réussir à faire un habitat participatif, donc démocratique, où les habitants pensent ensemble leur logement, mais à caractère social, avec un bailleur social. Et en plus, cet habitat, qui s'appelle La Ruche, a été construit avec des biosourcés. Bois et paille, donc qui allie ces 3 enjeux. Un autre exemple qu'on pourrait donner sur la commune de Bègles, c'est la cuisine centrale. Une cuisine centrale en régie directe, avec des agents municipaux. Notre objectif à la fin du mandat pour les repas des petites Béglaises et Béglais, c'est 100% bio, 100% local. Nous avons d'ores et déjà 2 repas végétariens par semaine, ça se passe très très bien, et un repas végétarien en option. Et également, on peut le dire, et nous en sommes fiers, on a le tarif le plus bas de Gironde, mais aussi le plus élevé en fonction des revenus des familles. Et donc ça aussi, c'est de la justice sociale. On a en ce moment un combat que nous menons, c'est sauvegarder la papeterie de Bègles. Parce que Bègles est une ville ouvrière avec de l'emploi industriel. Et sur Bègles, tu le sais bien, nous avons une papeterie presque centenaire avec une centaine d'emplois. Et le propriétaire actuel se désengage. Donc nous sommes à côté des salariés pour transformer cette papeterie, toujours l'emploi industriel, toujours en cœur de ville, toujours au centre de la métropole, parce que la ville doit conserver l'emploi même industriel en cœur de ville, c'est la mixité sociale, mais aussi la mixité des fonctions fonctionnelles. Et donc nous travaillons avec ces employés, ces ouvriers, ces cadres pour une reprise en société coopérative, qui permettrait d'avoir un projet qui permettrait de recycler le carton et le papier de la métropole, plutôt qu'il aille se faire recycler en Espagne, pour faire de l'isolation de bâtiments, et puis également l'acheminement par le fleuve, et puis mettre en place un réseau de chaleur. Donc vous voyez, à chaque fois, on essaie de trouver des exemples concrets, travailler avec les habitants et les habitantes pour ces 3 enjeux du siècle. Et enfin, dernier point, quand on est maire, on peut aussi avoir une action nationale. Tu l'as démontré à plusieurs reprises. Par exemple, le premier mariage de 2 personnes du même sexe en 2004, c'est dans la loi en 2013, 9 ans après. Donc plus modestement à Bègles, nous sommes une commune qui avons pris un arrêté anti-pesticides, attaqué évidemment par la préfecture. Nous nous battons en cour d'appel, au Conseil d'État. Et puis également, nous sommes une des 15 collectivités de France aux côtés de notre affaire à tous, grandes ONG, pour attaquer Total, la multinationale Total, pétrolière, qui émet 5% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'est important.
Et donc nous nous battons pour qu'elle respecte les engagements de Paris, pour limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température d'ici la fin du siècle. Et on a bon espoir de gagner puisque Shell vient d'être condamné par le tribunal il y a quelques jours pour la même raison avec des collectivités et des ONG néerlandaises. Et que les Pays-Bas ont réussi à imposer aussi un respect des gaz à effet de serre de la part des grands majors pétroliers. Ce qu'on peut dire aussi de Total, ce n'est pas simplement un grand pollueur qui fait du greenwashing en nous expliquant qu'il va s'appeler maintenant Total Énergie, mais c'est aussi un allié du régime birman depuis de longues années. Donc la question de l'énergie, encore une fois, la question de l'écologie, des droits de l'homme et de la dignité humaine, c'est notre affaire. C'est notre affaire à tous et pas simplement aux écologistes, mais qui sont en pointe sur cette question. On aurait pu continuer parce que, en tant que maire de Bègles, tu es vice-président de la métropole. Donc, ce qu'a fait Pierre, et ça je crois qu'il faut le dire, après des années et des années de co-gestion à la métropole, Pierre Urmic, devenant maire de Bordeaux, a décidé que c'était fini, qu'il y avait une majorité et une minorité. Et c'est très important pour déterminer l'avenir d'une métropole, de lui donner de la cohérence en termes d'aménagement du territoire, de sport et de lutte, comme je le disais tout à l'heure, contre l'étalement urbain. Nous sommes très présents dans les élections régionales et nous avons, dans les Hauts-de-France, une région très regardée par le président de la République, qui voit un futur concurrent dans la personne de l'actuel président des Hauts-de-France. Et puis nous avons une jeune femme, Karima Delli, qui est députée au Parlement européen, qui vient du Nord, qui est une écologiste depuis déjà de longues années, qui a réussi cette très belle performance politique de réunir l'ensemble de la gauche pour mener campagne dans les Hauts-de-France. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Karima et je remercie Léonore, Clément et Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce petit message pour m'excuser de ne pas être avec vous ce soir, mais je voulais absolument vous dire que oui, cette liste portée par Nicolas Thierry, tête de liste des écologistes, et une volonté réelle de porter la Nouvelle-Aquitaine avec des objectifs concrets pour le climat. Nous sommes la première génération qui subissons les gaz à effet de serre et la dernière génération qui pouvons y remédier. Et c'est par une nouvelle activité réelle, économique et industrielle que nous pourrons relever le défi. Nous avons besoin aujourd'hui de respecter notamment les accords de Paris, mais surtout de montrer à quel point cette région peut être l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale. Et un secteur sur lequel nous devons agir, c'est le développement économique. Dans l'agriculture, dans la nouvelle industrie de demain et aussi dans tout ce qui nous rassemble, les métiers du lien et de la santé. Alors, le temps nous est compté, c'est maintenant ou jamais. Mobilisons-nous pour la liste Nicolas Thierry. Vous avez la chance d'avoir un candidat, Nicolas Thierry, qui saura relever la région. Pas pour lui, pas pour se servir de la région, mais pour vous servir, vous, vos intérêts. Alors, pour le 20 juin, votez la liste Nos terroirs, notre avenir. Je compte sur vous, soyez nombreux et faites en sorte que le 20 juin, ce soit la victoire. Et oui, ma chère Karima, et aux côtés de Nicolas Thierry, nous avons la chance de compter Delphine Bateau, qui est la présidente de Génération Écologie. Je vais te demander de rejoindre le pupitre, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que tu t'adresses au pupitre. Elle est venue de ces Deux-Sèvres. Maintenant, on peut dire que... Nos Deux-Sèvres, pardon. On peut dire que Delphine, avec Europe Écologie Les Verts, avec les écologistes, bon, maintenant on fait cause commune. Moi j'ai connu Delphine lorsqu'elle était députée socialiste. Elle est aujourd'hui députée non inscrite. Elle se bat... Écologiste. Et députée non inscrite écologiste en effet. Et elle se bat avec beaucoup de détermination. Donc est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce que t'as apporté l'écologie dans ton parcours politique? Je suis née dedans, en fait, Noël. Non, moi, la première chose que j'avais envie de dire, après avoir entendu Pierre, Léonore et Clément, c'est que c'est un honneur pour nous, dans cette campagne des élections régionales, d'avoir à nos côtés les maires de Bordeaux, de Poitiers, de Bègles, de Saint-Mexan-l'École, de Melle et bien d'autres, de petites communes rurales aussi. C'est un honneur parce qu'il faut quand même dire un mot de la violence inouïe des attaques qu'ils subissent depuis nos victoires aux élections municipales, avec des cabales montées de toutes pièces,
des polémiques complètement stériles qui ont un sens profond. Parce qu'il y a eu, toi Noël, tu es dans la catégorie des précurseurs ou des éclaireurs. Mais les maires écologistes issus des élections municipales de l'année dernière sont les pionniers d'une écologie qui est entrée dans une nouvelle période et qui est en capacité maintenant de gouverner les villes, de gouverner les départements, de gouverner les régions. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est important de comprendre en fait la mécanique en quelque sorte du front anti-écologie qui s'est déployé depuis ses victoires et ce que cela dit de l'inquiétude du système politique en place face au fait qu'il y a une espérance qui est en train de se lever dans le pays, qui est en train de s'installer dans les territoires et qui peut devenir une espérance à l'échelle nationale. Et donc c'est très important de ne pas se laisser, je ne sais pas comment dire, intimider par cette pression du système dominant en place et de comprendre en fait que quand l'un d'entre eux est attaqué ou quand l'une d'entre elles est attaquée, c'est nous toutes et nous tous qui sommes attaqués et qui devons riposter. Alors les attaques, elles continueront, nous le savons. Oui. Et il faut, Delphine, tu as tout à fait raison de dire que si nous subissons autant d'attaques, en tout cas nos élus, c'est bien parce que nous faisons peur, parce que maintenant nous sommes dedans, nous ne sommes pas à côté. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de profond qui est en train de basculer dans le pays, dans la conscience écologique. Je lisais tout à l'heure que désormais l'Organisation météorologique mondiale indique que les 1,5 degrés, c'est plus dans les 10 ans, c'est dans les 5 ans que ça va se produire. Donc il y a quelque chose, les 85% de population d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moins, c'est mesuré chez nous, Nicolas le sait très bien, par le chercheur Vincent Bretagnol, qui est d'ailleurs sur notre liste en Nouvelle-Aquitaine. Donc tout ça, ça fabrique une conscience populaire réelle. Et là-dessus, il y a en plus la pandémie. Et la pandémie, ce qu'elle met à l'ordre du jour, c'est non seulement un autre rapport au vivant, mais c'est aussi le retour au premier plan des liens humains, d'une vie à échelle humaine dans laquelle on reprend le contrôle de notre vie quotidienne. Et ça nécessite une cohérence des politiques publiques qui fait la différence entre les écologistes et tous les autres. Donc effectivement, dans ces attaques, il y a une inquiétude de leur part face au fait aussi que derrière l'écologie, il y a en quelque sorte une rupture générationnelle qui est aussi là sociologiquement. Il y a un espoir montant de la jeunesse, d'un changement. Donc il y a une inquiétude, mais il y a aussi le fait qu'ils sont prisonniers d'un logiciel qui est celui de tous nos compétiteurs dans cette campagne électorale des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, qui reste prisonnier d'une logique où l'attractivité des territoires, le développement d'une région, ce sont les grandes infrastructures, voilà, et c'est un logiciel qui est complètement obsolète. Donc effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, tous les écologistes sont unis. Ce n'est pas seulement la liste d'Europe Écologie Les Verts, il y a Génération Écologie avec Anne-Laure Bediou qui est là, avec Estelle Driot-Gauvin en Deux-Sèvres, avec Sophie Aristoui qui est la responsable de notre commission écoféministe, et avec quelqu'un aussi qui est important parce qu'une campagne régionale, c'est une équipe, qui est Guy Kulitza. Nous sommes la seule liste en Nouvelle-Aquitaine à avoir sur nos listes un citoyen qui a été au point de départ tiré au sort à la Convention citoyenne pour le climat, qui n'est pas quelqu'un qui est né dans l'écologie, pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, Noël, et qui, en écoutant ce que les scientifiques sont venus dire aux citoyens en fait, au moment de la Convention citoyenne, est entré dans un engagement profond. La Convention citoyenne, comme vous le savez, a été humiliée par le gouvernement, par le président de la République. Monique, la semaine prochaine, entame le débat au Sénat sur la loi climat. J'espère que ce sera moins pire qu'à l'Assemblée nationale. Mais en fait, quelqu'un comme Guy et bien d'autres ne peuvent pas rester sans rien faire, ne peuvent pas rester les bras ballants en fait, face à l'urgence dans laquelle on est. Donc sur cette liste, il y a Génération Écologie, il y a Génération.s, il y a le Parti animaliste. Voilà, il y a toutes les écologistes dans leur diversité qui sont rassemblés pour faire gagner l'écologie en Nouvelle-Aquitaine. Une dernière question avec une réponse pas trop longue, si tu peux le faire. On a écouté tout à l'heure Léonore, maintenant on t'écoute. Les femmes jouent un rôle très important
dans le combat écologique. Et la question du féminisme ou de l'écoféminisme fait partie intégrante des combats que nous menons. Totalement. Et d'ailleurs, en fait, si je reprends la mention tout à l'heure des attaques que nous subissons, en fait, on peut faire une analogie parfaite avec le procès en illégitimité qui est souvent fait aux femmes en politique. Et en fait, derrière, regardez bien, décoder en fait la manière dont les écologistes sont attaqués, c'est finalement la même ritournelle du procès en illégitimité. Donc oui, on porte la féminisation du pouvoir. Et oui, je pense que c'est très important ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur je rencontrais les gendarmes en Deux-Sèvres hier qui me faisaient le récit de l'explosion des violences contre les femmes. On voit les féminicides, l'explosion des violences dans les familles, dans le contexte du confinement, de la pandémie. En fait, aujourd'hui, c'est l'âme de la société qui est blessée. Et ce qu'il manque, c'est une espérance. Voilà. Et donc l'espérance, c'est l'écologie. Et l'enjeu principal, je le dis, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, c'est la participation le 20 juin. Voilà. C'est le nombre d'électeurs qui viendront voter. C'est une élection dans le contexte actuel qui va se jouer au différentiel de participation. Donc venez voter, faites voter. On peut avoir 2 procurations par personne. On y va à fond. Merci, merci beaucoup Delphine. Rappelez... Delphine a parlé du féminisme et du combat des femmes, la question des violences faites aux femmes, dont on parle plus aujourd'hui et fort heureusement. Et elle parlait du ciblage des femmes, notamment en politique. Il faut rappeler que les écologistes sont habitués à ce type de stigmatisation. Ça remonte à une femme qui a contribué au lancement de l'écologie aux États-Unis. Elle s'appelle Rachel Carson. Elle avait écrit en 1962 un livre qui s'intitulait Le printemps silencieux, qui s'attaquait aux dégâts du DDT, dont d'ailleurs certaines femmes portent encore les conséquences. Et quand on regarde de plus près les attaques dont elle a été l'objet, poursuivie après sur d'autres femmes qui s'étaient engagées, on l'a traitée d'hystérique. Voilà. Alors, les femmes ont droit simplement à ce mot. C'est absolument insupportable. Et c'est heureux de voir que dans l'écologie, il y a aujourd'hui des femmes. Il y en a eu avant. Hein. Je pense à Marie-Christine Blandin, je pense à Dominique Voynet, je pense à un certain nombre de femmes qui nous ont, à Cécile Duflot, qui nous ont montré leur capacité à résister, à se battre et à montrer que les femmes étaient indispensables dans le combat politique. Elles sont, comme l'a très bien dit Delphine, notre âme. Sandrine Rousseau, que l'on va écouter maintenant, a beaucoup œuvré pour la reconnaissance du droit des femmes et notamment dans le combat mené contre les violences faites aux femmes. Je vous propose d'écouter Sandrine Rousseau. Bonsoir à tous et toutes. Cette petite vidéo pour soutenir la liste portée par Nicolas Thierry, Nos terroirs, notre avenir. Dire déjà que c'est une liste qui est citoyenne et qui a bénéficié d'un élan citoyen considérable. Il y a plein de personnes dans cette liste qui n'étaient pas des professionnels de la politique et qui n'étaient pas engagées avant en politique. Elles se sont engagées là pour soutenir une vision différente de la manière dont on fait de la politique pour les gens, par les gens qui sont concernés. La deuxième chose, c'est que c'est une région, une grande région, la Nouvelle-Aquitaine, qui a absolument besoin d'une protection environnementale, d'une protection des personnes. Et là, en l'occurrence, Nicolas Thierry a un engagement de très longue date sur ces questions-là. Soutenir et voter pour la liste de Nicolas Thierry, c'est aussi s'engager dans une transition écologique ambitieuse, radicale. Ça permet de protéger notre environnement et de faire en sorte que la région Nouvelle-Aquitaine se prépare au réchauffement climatique et se prépare en préservant la santé, la sécurité des habitants et des habitantes de ce territoire. Alors moi, je vais vous dire, j'ai passé une partie de mon enfance à La Rochelle et je vois bien les problématiques du littoral, mais je sais aussi qu'à l'intérieur des terres, il existe d'autres problématiques autour de l'artificialisation, de la protection de la biodiversité et des sols. Je connais Nicolas Thierry et je connais son engagement de longue date sur les questions écologiques. Il saura résister aux lobbies, aux intérêts privés, aux puissances qui s'opposent aujourd'hui à ce que l'on prenne des mesures qui protègent notre avenir à tous et toutes. Et c'est aussi une liste qui va permettre de protéger la population. Allez, on vote Nos terroirs, notre avenir, la liste de Nicolas Thierry pour avoir une écologie radicale, responsable, ambitieuse sur le territoire. Alors pour reprendre l'expression qui est le titre d'un de ses livres, Marine Diaye, nous avons des femmes puissantes dans l'écologie. La preuve vient de vous en être apportée. Puis nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis maintenant quelques années. Je pense à Benoît Hamon, que je vais appeler. Benoît Hamon qui a créé Génération,
que vous pouvez applaudir parce qu'il a été courageux dans le parti auquel il appartenait et il est même le premier qui a compris quel était le rôle que pouvait jouer l'écologie, c'est-à-dire sortir d'une certaine idée très conformiste, héritée des combats ouvriers, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti communiste, sur cette question, cette notion du progrès, de la croissance, qui ont été remises en cause très tôt par les écologistes, ce qu'on ne sait pas assez. Et Benoît s'est inscrit dans cette logique en donnant une priorité au logiciel politique de l'écologie. On est très content que tu sois venu jusqu'à Bordeaux. Je sais que tu fais un tour de France, que tu soutiens toutes ces listes dans lesquelles maintenant Génération, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, tout ça, ça fait une entité. Explique-nous, Benoît, comment tu vois, toi qui as connu l'expérience du PS, qui maintenant fréquente depuis quelques années les écologistes, est-ce que tu penses que c'est cette voie-là qui va nous conduire vers le monde d'après que nous désirons tant, en espérant qu'il ne ressemblera pas furieusement au monde d'avant, en pire? Tu as raison. Merci Noël. D'abord, je suis très heureux d'être ici pour soutenir Nicolas Thierry. Et je vous le dis, je le fais moins au nom d'une formation politique qu'au nom de ce que je crois nécessaire. Je crois nécessaire qu'en Nouvelle-Aquitaine, comme en Île-de-France, comme en Occitanie, on ait des régions qui soient écologistes. Alors dirigées avec des majorités qui fassent une large place à la gauche et à la pluralité de l'écologie, mais je crois cela nécessaire. Je ne crois pas possible, je veux le dire à nos électeurs, et notamment aux électeurs de gauche, en particulier, parce que je suis de cette famille-là, et je le revendique, on ne peut pas regarder le tic-tac climatique égrener ses secondes, partager la conscience de l'importance de changer de modèle de développement, mais au moment où on vote, ne pas voter écolo. Continuer à voter pour ce qui nous rassure, parce que c'est ce qu'on aurait connu auparavant. Et de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup d'amis qui poursuivent une aventure dans la social-démocratie, et ils seront les bienvenus demain dans les grands rassemblements écologistes que nous construirons. Mais je le dis avec beaucoup de sincérité, et a fortiori, je leur dis, s'ils ont voté pour le programme qui était le mien en 2017, ceux qui portent aujourd'hui à l'échelle des régions un programme identique et qui permettrait un début d'alignement des planètes, avec des régions ouvertement écologistes qui se préoccupent d'agroécologie, qui se préoccupent de transport propre, qui se préoccupent d'égalité dans l'accès aux services publics, qui pensent aujourd'hui le développement économique, non pas selon la religion de la croissance du PIB à tout prix, mais avec la volonté d'ancrer des entreprises dans les territoires, de faire en sorte que l'emploi soit durable, que les entreprises soient résistantes. J'écoutais Léonore Monconduit tout à l'heure, elle a parfaitement raison de dire aujourd'hui qu'on a besoin de faire changer d'échelle l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une économie qui est résistante, et on l'a vu tant après la crise de 2008 qu'après la crise Covid, c'est une économie dont on a besoin. Eh bien, si on veut être fidèle, en tout cas au message que moi j'ai pu porter avec d'autres en 2017, il faut voter ici, sans l'ombre d'une hésitation, Nicolas Thierry. Derrière, il rassemblera. Mais ceux qui doivent être en tête au moment de préparer l'avenir, je pense aujourd'hui, ce sont d'abord celles et ceux qui se retrouvent autour de l'orientation qu'il défend. La deuxième remarque que je voudrais faire, et c'est Delphine Bateau qui m'y a fait penser. J'ai écouté une émission de radio récemment et qui parlait des maires écolos. Alors pas que des trois maires qui sont ici, il y avait aussi Jeanne Barséguian qui avait le droit à son petit quart d'heure, Grégory Doucet, et la remarque qui a clos le sujet, c'était oui mais regardez par exemple en Allemagne, les Verts sont beaucoup plus sérieux. Et bon, je veux vous rassurer qu'à l'époque où c'était la gauche qui était à la mode, et quand on n'aimait pas la gauche, on disait aussi que les sociodémocrates allemands étaient beaucoup plus sérieux. Et ceux qui vous disent en général que si vous êtes sérieux ou pas sérieux, le jour où ils vous le trouvent sérieux, c'est que soit que vous n'êtes plus socialiste, soit que vous n'êtes plus écologiste. Donc méfiez-vous de ce genre de compliments-là. Et je crois qu'il faut être très tranquille par rapport à cela. Ce qui est en train de se passer, effectivement, et pourquoi ça bouscule, c'est que le logiciel politique, tant sur les questions démocratiques que sur les questions écologiques, que sur les questions sociales, qui est mis en œuvre par ces nouvelles majorités, eh bien, tranche pas simplement avec la droite, mais tranche aussi avec la façon dont on avait vécu l'alternance jusqu'ici, dans les politiques municipales, peut-être un jour départementales, on en reparlera, ou régionales demain.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des réactions qui sont des réactions qui relèvent du procès en illégitimité. Je crois qu'on a, au contraire, raison, nous, de se nourrir de cette tentative de caricature pour justement continuer à montrer la voie avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup de sérieux, comme beaucoup le font. Et je veux terminer par cela, parce que je ne veux pas être non plus trop long. Je crois que ce que l'on doit se dire au moment où on va affronter des épreuves aussi difficiles que sont celles qui ont été évoquées par tout le monde ici, mais qui sont liées au réchauffement climatique, dont les implications sur le plan économique et social vont être considérables, même démocratiques. Croire qu'on peut imaginer que la Terre se réchauffe de plusieurs degrés sans que ça impacte les migrations, sans que ça impacte les conditions de vie, sans que ça impacte le vivre ensemble, est une aberration. Les conséquences seront démocratiques à un moment où d'ores et déjà la démocratie donne des signes de faiblesse. Et bien, dans des moments comme cela, il faut avoir à la tête des grandes collectivités locales et territoriales des gens sérieux. Et des gens sérieux, ça commence par comprendre ce qu'il se passe. Comprendre ce qu'il se passe, c'est accepter de dire que si nous ne rompons pas avec un modèle productiviste qui aujourd'hui conduit à l'asphyxie de nos territoires et en plus à être incapable de tenir sa promesse qui serait que contre la croissance du PIB, il y aurait de l'emploi, de la redistribution des richesses et derrière du bonheur, si nous ne rompons pas avec ce modèle-là, selon des transitions qui doivent être pensées, progressives, intelligentes, si nous ne rompons pas avec ce modèle-là, eh bien nous allons tout droit à des catastrophes qui sont des catastrophes qui seront insupportables et que nous reprocherons la génération de nos enfants, faute d'avoir pris nos responsabilités. Et je le dis aux électeurs de gauche, aux électeurs socialistes, aux électeurs qui ont le désir aujourd'hui de concilier à la fois l'impératif écolo et l'impératif social. Aujourd'hui, l'homme le plus sérieux sur ces questions-là, celui qui porte, selon moi, le discours qui pense l'avenir de manière à la fois répondre aux enjeux climatiques, répondre aux enjeux de la biodiversité, répondre aux enjeux de l'agroécologie, mais aussi aux enjeux sociaux qui sont ceux de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la possibilité pour chacun de s'épanouir, quelle que soit la place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale, celui qui incarne le mieux cela, selon moi, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, c'est Nicolas Thierry. Et il a, pour cela, une dernière qualité, il n'est pas ambigu. Il n'est pas ambigu. Ce qu'il propose est clair. Ce qu'il a fait parle pour lui. Il n'hésite pas. Il ne tergiverse pas. Il n'est pas ambigu. Et nous avons besoin, à côté du sérieux, de la clarté. Et si vous voulez avoir le fond de ma pensée, je pense que la clarté, c'est justement le principal argument du sérieux. Merci beaucoup, Benoît. L'ambiguïté, c'est le slogan comme par exemple « en même temps ». Alors que la clarté, c'est le projet de société des écologistes. Souligner une chose qui vous a été dite par Benoît Hamon avec beaucoup d'efficacité, c'est la question des conséquences démocratiques et sociales du réchauffement climatique. De la même manière que la pandémie a été la plus dure à vivre pour les personnes les plus vulnérables, ce sont ceux qui produisent le moins d'effets de serre, c'est-à-dire les populations les plus vulnérables, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés liés à des conflits, à des guerres ou à des crises économiques. Et donc, quand nous parlons de ces questions-là, liées à la biodiversité aussi, nous ne sommes pas en train d'inventer une situation qui n'existerait pas, mais qui peut entraîner en effet des graves bouleversements, surtout quand on voit le traitement qui est infligé aujourd'hui aux portes de l'Europe à ceux qui fuient la pauvreté et que l'on appelle les migrants. On va écouter maintenant Emmanuel Morel, qui fait partie de ces personnalités politiques qui contribuent à l'élargissement de l'écologie au-delà du périmètre auquel nous étions habitués depuis plus de 40 ans maintenant. On écoute Emmanuel Morel. Bonsoir à toutes et tous. Je tenais absolument à réaffirmer mon soutien plein et entier à la liste Nos terroirs, notre avenir, conduite par Nicolas Thierry. Alors on ne va pas se mentir, notre soutien il n'allait pas de soi. Et si on a été amené à soutenir cette liste, et ça peut peut-être paraître étonnant en ces temps un peu superficiels, parce qu'on a discuté du programme. Ce qui est particulièrement intéressant dans la liste qui est conduite par Nicolas Thierry, c'est que justement,
À l'échelle régionale, qui est quand même le niveau pertinent pour répondre à un certain nombre de questions, il y a la priorité à la fois de réparer, de redresser un pays éprouvé, une région éprouvée. Parler de la transition écologique, non pas de façon abstraite, comme c'est parfois le cas, mais avec des propositions concrètes qui vont permettre à la région Nouvelle-Aquitaine de sortir par le haut de cette période morose et très difficile. Le volet sur l'agroécologie me paraît absolument décisif dans une région aussi grande, même gigantesque, aussi hétérogène que la région Nouvelle-Aquitaine, mais dans lequel il y a un enjeu pour la ruralité, pour l'écologie. Et puis enfin, c'est le pari de l'emploi. Parce que contrairement à ce qu'on entend parfois, les régions, elles peuvent faire beaucoup pour l'emploi, notamment pour les emplois verts. Donc là, il y a vraiment une préparation de l'avenir, le redressement d'une région qui me paraît décisif. Ce qui est enthousiasmant dans cette liste, c'est qu'elle incarne aussi une forme de dépassement politique, à la fois dans l'électorat de la gauche traditionnelle, mais aussi évidemment dans ceux qui se reconnaissent dans le camp de l'écologie politique. Je vous souhaite une belle soirée, et puis surtout n'oubliez pas, il reste quelques jours, c'est le moment de se mobiliser encore davantage, parce qu'on a des électrices et des électeurs qui ont un peu la tête ailleurs. Il faut qu'ils se mobilisent sur ce scrutin, qui est un scrutin très important, et pour ça, il faut se mobiliser, militer davantage. Je sais que vous en avez envie, alors il faut le faire. Bonjour à toutes et à tous, bon meeting d'abord à vous toutes et tous. Je suis là à La Rochelle pour soutenir Nicolas Thierry et soutenir toute la liste de Nos Terroirs, Notre Avenir. Hier à Poitiers, aujourd'hui à La Rochelle, demain à Bordeaux et à Bègles, à Noël on était à Mourinx, à Billère, à Pau. Vous savez que j'ai un attachement à la Nouvelle-Aquitaine, je suis béarnais, basco-béarnais et pyrénéen. Donc on a besoin que ça bouge en Nouvelle-Aquitaine, on a besoin de création d'emplois qui ne soient pas passéistes, qui soient vraiment tournés vers l'agriculture bio, vers l'économie circulaire, vers les énergies renouvelables, bref, vers ce qui fait du sens pour nous toutes et tous, pour tout de suite et pour notre avenir. C'est le projet qui est porté là. Et puis arrêter cette concentration, ce centralisme qui est totalement passéiste et qui ne permet pas de tirer cette vitalité qu'il y a un peu partout et que je rencontre un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Soutenez la liste Nos Terroirs, Notre Avenir. Soutenez et portez Nicolas Thierry à la tête de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez reconnu Éric Piolle, le maire de Grenoble, que je vous demande d'applaudir parce que il a conquis Grenoble dans des conditions très difficiles pour son premier mandat. Il a apporté la preuve qu'un maire écologiste était tout à fait capable non seulement de conforter sa position, mais de gagner des électeurs et de faire changer une ville, puisqu'il a été réélu très confortablement pour ce nouveau mandat. Notre deuxième table ronde, avec respectivement Benoît Biteau, qui est dans une autre vie, mais enfin c'est toujours la même. Il est toujours très lié à la terre, mais qui est aujourd'hui député au Parlement européen. Monique de Marco, qui a été militante pendant de longues années, et je peux le dire puisqu'on a partagé ces années militante au service de l'écologie et qui est maintenant sénatrice de Gironde, on en est très content. Et Marie Scombre, qui est aussi une militante qu'on connaît bien, qui est en Lot-et-Garonne et qui est conseillère régionale. On va commencer peut-être par toi, Monique, avant de parler de ce qui se passe au Sénat. Tu as été vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, au même titre que les Nicolas Thierry aujourd'hui, et tu avais lancé un programme qui a été cité comme exemple, et c'est très juste d'ailleurs, c'est le projet Acclimatera. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien. Oh. Vas-y, ça va. Oui, ça fonctionne, pardon. Donc je dois dire que je suis très heureuse d'être ici et que je n'envie pas vraiment Nicolas Thierry, parce que précédemment j'avais été candidate en 2010 et au niveau seulement de l'Aquitaine. Et cette région était déjà immense avec des enjeux très particuliers, donc d'impact sur le changement climatique. C'est une région extrêmement sensible à ce niveau-là. Et cette fois-ci, c'est la Nouvelle-Aquitaine pour Nicolas Thierry, une immense région. Et bravo Nicolas, et je te souhaite bon courage et vraiment de devenir président de région parce que c'est l'objectif. Ensuite, justement, je connaissais Nicolas à l'époque et c'est lui qui m'a suggéré, Nicolas Thierry lui-même, de rencontrer Hervé Le Treut. Et à partir de cette rencontre, nous avons donc travaillé sur un rapport que nous lui avons demandé avec 140 chercheurs à l'époque sur l'impact du changement climatique en Aquitaine. Ce rapport touchait aussi bien le littoral, la ressource en eau, mais également la montagne, la forêt.
Et il a été remis en 2013 et il s'appelait « Prévoir pour agir ». Prévoir pour agir, parce qu'il était évident qu'il fallait répondre justement à cet enjeu de changement climatique. Nous étions énormément impactés. Et normalement, c'était la feuille de route qui devait donc finir dans cette mandature sur laquelle nous devions nous appuyer pour pouvoir donc faire des politiques régionales. Et j'étais vice-présidente à l'époque, en charge donc du climat et de l'énergie. Deuxième étape de ce rapport, quand la région s'est agrandie, c'est-à-dire nous sommes passés avec Limousin, Poitou-Charentes, il a été décidé donc d'élargir avec lui-même donc Hervé de Treut et Denis Salle qui est dorénavant sur notre liste ici en Gironde, qui est également un chercheur. Nous avons décidé d'élargir donc ce rapport au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et de travailler sur des dossiers, des thèmes que nous n'avons pas vus, en particulier sur l'urbain et sur l'impact justement du changement climatique en ville avec des îlots de chaleur. Et ce rapport-là, à Climatera, je crois qu'il fait référence et que c'est l'objectif, et d'autres régions s'en sont emparées. Et je pense qu'il a été connu au niveau européen. Bon, nous en sommes fiers, mais seulement on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que je ne voudrais pas que ce soit un rapport, et même à Climatera, qui cale, comme on dit, les armoires. Je voudrais vraiment, et c'est pour ça que j'ai confiance à Nicolas, qui connaît bien ce sujet, que dorénavant, toutes les politiques que nous allons mener en Nouvelle-Aquitaine s'appuient sur ce rapport, parce qu'il y a urgence, et il y a urgence à agir, maintenant que nous avons prévu ce qu'il faut faire. Alors Marie, ça se décline évidemment dans tous les départements de cette région Nouvelle-Aquitaine, avec maintenant un programme qui s'appelle Néoterra. Est-ce que c'est un programme qui va assez loin? Est-ce que tu peux nous dire exactement ce dont il s'agit? Alors, Néoterra, c'est la feuille de route donc, qui a été votée en juillet 2019, la feuille de route d'Alain Rousset. Alors, d'abord, soyons clairs, si Néoterra existe, c'est bien grâce aux élus écologistes de la région. Ça, c'est... Voilà, on a mis la pression sur Alain Rousset. Je fais un petit clin d'œil à Léonore parce qu'elle sait de quoi on parle, afin qu'ils prennent en fait vraiment la mesure de l'urgence dans tout ce qui concerne la biodiversité et le climat pour les traduire dans les politiques publiques. Ça, c'est le premier point. Le second point, là où on a poussé justement un petit peu Alain Rousset sur pour aller plus loin dans sa feuille de route, c'est sur la mise en œuvre de mesures. En fait, il faut des mesures qui soient à la hauteur justement des objectifs fixés. Parce que oui, nous sommes d'accord avec ces objectifs fixés, mais tout notre combat, c'est sur quelles mesures, quels sont les budgets que l'on met en œuvre pour justement que cette feuille de route Néoterra ait du sens. Donc nous avons poussé notamment la sortie des pesticides de synthèse à 2030, donc ce qui était très bien, c'est un des exemples qui serait à suivre. Mais pour autant, ce que l'on peut constater, c'est que la région continue à financer, par exemple, des pulvérisateurs de pesticides. La région continue dans une course effrénée à soutenir exactement aussi ce qui est en contradiction avec les objectifs de Néoterra. Et c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que oui, il faut atteindre ces objectifs-là, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est être en cohérence dans les politiques publiques que l'on met en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. À un moment donné, en fait, ça demande du courage, c'est une volonté politique qu'il faut, et eh bien, il faut abandonner certaines politiques donc, qui sont nuisibles à l'environnement, à la biodiversité et qui ne luttent pas évidemment contre... Et à la santé, bien évidemment, oui. Merci Maryse. Alors Benoît, tu vas pouvoir nous répondre avec un niveau, j'allais dire, de regard un petit peu en haut, puisque tu es député au Parlement européen, qu'en ce moment on parle de la révision de la politique agricole commune. Parmi les objectifs fixés par Nicolas Thierry et toute l'équipe de la campagne des régionales, il y a une aide majeure à l'agroécologie et puis aussi également à l'agriculture biologique. Mais comme vient de le dire Maryse, on assiste quand même à des grandes opérations de greenwashing. Si je lis ce qui est écrit sur la politique agricole commune et sa révision, et notamment sur la question du bio qui peut-être n'aura pas le soutien attendu comme on pouvait l'espérer, et puis cette invention, comme par exemple les producteurs de produits chimiques qui nous parlent de phytosanitaire, on invente des mots. Là, on a inventé un mot qui s'appelle la haute valeur environnementale, que les écolos pourraient traduire par haute valeur d'enfumage.
Parce qu'au nom de la haute valeur environnementale, on fait croire qu'on a changé de pratiques agricoles. En fait, ça ne fait que couvrir des vieilles pratiques. Toi, tu peux nous en parler d'expérience. Oui, oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai plusieurs vies, mais j'ai plusieurs vies en même temps. Et ce qui me manque le plus, moi, c'est le temps. C'est-à-dire que les journées font que 24 heures, mais je suis toujours conseiller régional et je peux aussi témoigner du rôle qu'ont joué les écologistes dans cette mandature. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai souhaité d'ailleurs être candidat en tête de liste, mais pour montrer ma solidarité avec ce programme écologiste, pour faire le point avec les régionales. Et donc, je suis candidat sur la liste de Charente-Maritime en avant-dernière place, puisque la dernière place est réservée à une femme. Et donc, effectivement, on a tendance à se faire confisquer du vocabulaire, mais du vocabulaire qu'on est en train de dénaturer, de dévoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un syndicat comme le syndicat majoritaire s'autorise à parler de souveraineté alimentaire, s'autorise à parler de résilience, s'autorise à parler de paysans, alors que ce sont les fossoyeurs de la souveraineté alimentaire, ce sont les fossoyeurs des paysans, ce sont les fossoyeurs de la résilience. Et donc, il faut faire attention, effectivement, avec des fumisteries, le mot est fort, mais je l'assume, que sont HVE. Pour que tout le monde comprenne pourquoi HVE est une fumisterie, c'est qu'un viticulteur, par exemple, j'ai pris cette activité-là tout à fait par hasard, puisque sur cette région Nouvelle-Aquitaine, on a des activités viticoles particulièrement florissantes autour du Bordeaux, autour du Cognac, autour de l'Armagnac, où les chiffres d'affaires réalisés par hectare sont juste colossaux. Eh bien, pour être qualifié haute valeur environnementale, il suffit que le viticulteur mobilise jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires en ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire des pesticides et des engrais de synthèse, qu'il ait des surfaces d'intérêt écologique qui représentent que 10%, seulement 10% de ces surfaces, et il peut se faire certifier HVE. Donc on voit bien que quand on sait le chiffre d'affaires que font ces gens-là, qu'on a affaire à une imposture, le mot est fort aussi, mais c'est une véritable imposture écologique. En moyenne, la part du chiffre d'affaires mobilisé sur les intrants, sur des structures viticoles de ce type-là, c'est à peu près 10%. C'est-à-dire que ces gens-là pourraient multiplier par 3 l'usage des intrants sur leur surface viticole, ils seraient toujours HVE. Et où là, ça prend une tournure complètement indécente pour le contribuable, pour le citoyen, pour la biodiversité, pour le climat, pour notre santé, parce que effectivement tout ça est fait avec de l'argent public. C'est le transfert des aides publiques qui sont aujourd'hui orientées, fléchées vers l'agriculture biologique, qui sont siphonnées aujourd'hui pour demain accompagner les agriculteurs qui sont en haute valeur environnementale. Donc on voit bien que là, on a un gouvernement qui est complètement à la botte du syndicat majoritaire à la FNSEA, donc la FNSEA, et du COPA-COGECA qui est la FNSEA à l'échelon européen. Et je vais faire un petit point, si tu le permets, sur la PAC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on discute de la PAC. Le mouvement porté par la France avec ce genre de démarches qui sont complètement insupportables sont les mêmes à l'échelon européen. Sauf que la PAC, elle n'est pas votée aujourd'hui. Moi, je suis un optimiste maladif. On doit voter la PAC en deuxième lecture en septembre prochain. Et donc, les régions vont être un endroit stratégique absolument important, et c'est pour ça que moi je soutiens tous les candidats écologistes dans toutes les régions de France aujourd'hui et que je passe du temps avec eux dans cette campagne électorale, parce que si les régions basculent à gauche, ces nouveaux présidents de région que sont Nicolas Thierry par exemple, que sont Antoine Maurice par exemple, ou Maryse et tous les candidats qui sont là, sont déterminants pour faire bouger les lignes politiques et que les députés demain au Parlement européen ne se trompent pas de bouton le jour où on devra voter cette PAC au mois de septembre. Parce qu'on peut encore la repousser. Et je termine là-dessus. Si on repousse la PAC, qu'est-ce qui va se passer? La Commission va devoir écrire une nouvelle PAC. Et cette nouvelle PAC qu'on écrira en 2021 ne pourra plus être la même que celle de 2017. Puisque depuis 2017, on a 2 rapports de la Cour des comptes, un en 2018, un en 2020, qui expliquent en quoi cette PAC n'a pas permis la transition écologique, en quoi cette PAC a mis en berne la logique de l'installation en agriculture, en quoi cette PAC n'a pas permis la transition écologique, en quoi cette PAC n'a pas permis de préserver la santé des concitoyens. On a voté en 2019 l'état d'urgence climatique. On a voté là, en 2020 la feuille de route pour le climat. Et donc la PAC qui s'écrira en 2021 ne peut pas s'affranchir de la feuille de route pour le climat. Et on va voter la semaine prochaine à Strasbourg
la stratégie pour la biodiversité, la stratégie de la ferme à la fourchette, dont l'ambition est de réduire, et c'est là où on a une convergence avec le programme des écologistes aux régions, la réduction de 50% des pesticides à l'horizon 2030, la réduction de 20% des pesticides à l'horizon 2030, et c'est là où la supercherie est absolument monumentale, 25% des surfaces en bio à l'horizon 2030. Comment est-ce qu'on peut arriver à 25% des surfaces en bio en 2030 avec une enveloppe budgétaire qui est complètement siphonnée? Et donc les régions doivent aider les eurodéputés à ne pas se tromper de vote et à permettre l'émergence d'une nouvelle feuille pour la PAC qui intègre ces éléments-là et qui converge avec le projet des écologistes aujourd'hui dans les régions. Un Benoît Biteau très convaincant. Très convaincant. On va, avant de poser une question à Monique de Marco, parce qu'à partir du 15 juin, si je suis bien informé, le Sénat va examiner la loi climat. On sait ce qu'est devenu cette loi climat une fois que la Convention citoyenne a été réellement humiliée, comme l'a très bien dit Delphine Batho tout à l'heure. Mais je voudrais revenir avec Maryse sur la question des pesticides, des orientations pour 2030, et dire ici combien, en tout cas c'est mon cas, mais je pense que tous mes amis feront la même chose, combien nous soutenons le combat de Valérie Murat avec Alerte Toxique, qui a été condamnée dans des conditions absolument inacceptables par le tribunal judiciaire de Libourne. Elle mène un combat pour justement mettre en lumière les mensonges d'une partie de la viticulture bordelaise, notamment sous l'influence avec le HVE. Et elle a montré vraiment ce qu'est la réalité de HVE. Elle a été condamnée à 125 000 €, ce qui est une somme absolument qui a été voulue pour l'assécher, pour faire en sorte qu'elle ne puisse plus mener son combat. Donc vraiment, il faut que nous soyons à ses côtés parce que c'est un combat qui mérite d'être soutenu, c'est un combat courageux. Les orientations des écologistes sur ces questions. Je rappelle que la viticulture, c'est 3% de la surface agricole pour 20% de pesticides, à peu près comme le coton dans le monde. Hein. Oui, alors justement là, sur ce sujet-là, nous remportons la Palme d'Or, c'est-à-dire que nous sommes la région la plus grande utilisatrice de pesticides et d'engrais chimiques. Donc on se serait bien passé évidemment de cette distinction. En effet, les pesticides, c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe liée à la qualité des eaux de nos rivières, c'est une catastrophe liée à la qualité des sols, c'est une catastrophe par rapport à notre santé, à nous aussi également. Et ce qu'il faut que l'on sache, c'est que nous ne sommes pas les ennemis des agriculteurs. Ça, je pense que petit à petit, ça commence à s'ancrer dans leurs pensées. Nous avons beaucoup rencontré avec Nicolas plusieurs syndicats agricoles, notamment aussi les jeunes agriculteurs. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est les accompagner justement, les accompagner financièrement, mais pas que, les accompagner aussi par la formation, afin qu'ils puissent faire évoluer et changer leur modèle et leurs pratiques. Parce que les accompagner dans cette voie, ça permettra aussi de préserver la santé des agriculteurs, des consommateurs et de l'environnement. Donc concrètement, comment cela peut se traduire? En fait, on souhaite réorienter des aides. Ça, c'est des choses que, pour l'instant, Alain Rousset n'a pas fait. Il faut une volonté, il faut fixer un objectif comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Néoterra, mais après, il ne faut pas s'en éloigner de cet objectif. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, la façon dont on peut orienter les aides, c'est apporter donc ce véritable soutien financier à ces agriculteurs et cette formation, mais c'est aussi les aider dans la maîtrise et dans la peur de la perte aussi. Parce que l'enjeu et ce qui inquiète souvent les agricultrices et agriculteurs, c'est le changement. Il faut dire ce qui est. C'est comme pour tout le monde, on ne sait pas trop où on va, ça fait peur. Le changement fait peur. Donc il faudra les rassurer et puis pouvoir donc être en capacité de mettre des fonds par rapport à ces risques de perte éventuels. On a aussi un vrai défi qui est très important et dont on ne parle pas assez. Dans les 10 ans qui suivent, on a 50% d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va nous nourrir? Donc, c'est une vraie question et c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, dans son discours introductif, Nicolas a parlé de ce souhait de la région d'acheter 60 000 hectares justement dédiés à l'installation. Mais pour faire quoi? Pour faire de l'agroécologie et de l'agriculture en biologique. Donc en fait, avec cette mesure-là qui est très forte, on va
on va répondre à 2 enjeux très forts que sont la déficience des agriculteurs dans les années qui suivent et puis de faire de l'agriculture qui soit respectueuse des environnements et puis pour notre santé à tous bien évidemment. Merci Maryse. Avant de poser une question tout à l'heure à Monique sur la loi climat qui sera examinée par le Sénat, je vous propose d'écouter maintenant 2 personnalités qui sont importantes au sein d'Europe Écologie Les Verts et de la galaxie écologiste. Il s'agit de Christine Graval, dans un premier temps, qui sera suivie de Julien Bayou, le dit Julien Bayou, qui est le tête de liste des écologistes en Ile-de-France et qui est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous commençons par Christine Graval. Ce qui arrive aujourd'hui, certains l'ont prédit il y a une trentaine d'années. Donc où est la surprise ? Ça, c'est aussi révoltant, je veux dire, de ne pas faire confiance à ce point à la communauté scientifique. Ça, c'est ce qui pousse aussi à agir à une autre échelle pour moi. Je suis Christine Graval, j'ai 45 ans, je vis à Ligugé, près de Poitiers. Je suis tête de liste avec Thierry Perrault sur la liste écologiste et citoyenne portée par Nicolas Thierry pour les prochaines élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Je suis à la fois cofondatrice, co-gérante et chargée d'accompagnement d'une coopérative d'activité d'emploi culture qui œuvre sur 6 départements aujourd'hui de Nouvelle-Aquitaine. On peut difficilement se projeter dans un bien-être individuel si on ne se projette pas dans une action collective. Et donc pour moi, c'est ce qui donne du sens à mon action et j'ai l'impression depuis un certain nombre d'années. L'expérience d'avoir fondé, développé collectivement des projets, qui sont des projets citoyens, des projets de territoire, des projets artistiques et culturels. Ça, c'est une expérience qui permet aussi d'avoir un regard critique pour amener des évolutions, si nécessaire, des politiques publiques. La culture, c'est ce qui permet de faire société, c'est ce qui permet aux individus d'être dans des espaces qui sont aussi symboliques, mais des espaces de plaisir. Donc il y a une vraie nécessité, et la crise du Covid nous l'a montré, à remettre en avant les démarches des artistes. Il y a 2 choses qui sont indispensables à traiter de manière urgente. C'est la question de l'égalité des territoires. Territoire, pour moi, c'est bassin de vie. Donc en fait, trouver aussi les bonnes échelles de territoire pour que la construction des politiques publiques soit vraiment pertinente. L'autre axe, c'est l'égalité femmes-hommes, l'égalité des droits, mais aussi l'égalité réelle. Je me tourne brièvement vers Monique de Marco qui prend son micro pour une réponse brève parce que nous sommes en retard, je te prie de m'excuser, sur l'examen de cette loi climat par le Sénat. Merci Noël. Donc je vais conclure peut-être sur ce sujet-là. Je rappelle juste que nous sommes 348 sénateurs et nous sommes 12 sénateurs écologistes, ce qui est très peu, mais nous avons réussi à constituer un groupe, ce qui est très important par rapport à la loi climat. Nous avons suivi bien sûr la Convention citoyenne, 150 propositions, 147 normalement sans filtre. Savez-vous combien il en reste? Après l'Assemblée nationale, 18 propositions retenues de la Convention citoyenne. Voici que ce projet arrive donc épuré au Sénat. Et ce groupe écologiste que nous sommes, nous avons énormément consulté les ONG, les élus locaux, les députés, parce qu'il était très important d'avoir l'expérience des députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir rédiger des amendements qui puissent passer, puisque beaucoup avaient été rejetés. Et aujourd'hui, donc, nous commençons des commissions qui examinent les amendements. Nous en avons déposé seulement une centaine en commission, histoire de garder la surprise, et nous en avons à peu près 400. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, c'était 12 000 propositions, c'était énorme. Je ne sais pas combien nous aurons de propositions au Sénat, mais nous avons, et vous avez à votre disposition, sur le site donc Guest, groupe écologiste, au Sénat. Voilà, Guest, Solidarité Territoire, vous avez notre plaquette. Nous avons rédigé une plaquette pour montrer les amendements, pour montrer quel est notre projet que nous avons co-construit donc avec les ONG, avec les élus et avec les citoyens. Et ici, localement, je suis à la disposition de ceux qui m'ont sollicité pour remonter donc des propositions et pour pouvoir aussi suivre, pourrait permettre de suivre en direct ce qui se fera au Sénat, parce que ça sera extrêmement important
d'avoir des avancées. Nous sommes plus optimistes qu'à l'Assemblée nationale, mais ça ne sera pas une révolution, malheureusement. Le rapport de force et vous allez voir que ça sera très difficile, et on voit que les lobbies ont quand même pas mal travaillé. Je suis scandalisée, alors qu'il y a urgence pour sauver le climat, et donc on espère... En tout cas, on va suivre le travail des sénateurs. On sait que les écologistes... Maryse veut dire un mot, mais ça va être compliqué. Hein. Oui, juste un petit mot pour dire, parce qu'on devait parler de transition énergétique, oui. Jeunesse, la jeunesse est au cœur de notre programme, de notre projet pour cette région. On devait parler de transport. Donc je vous invite à aller consulter, télécharger notre programme sur le site de NTNA. Et si vous avez des questions au sein de vos territoires, n'hésitez pas à interpeller vos candidats et ils auront toutes les réponses à vous apporter. Maryse a tout à fait raison, mais Léonore tout à l'heure a expliqué que la jeunesse était très mobilisée. On sait que la jeunesse est proche des idées des écologistes, mais il ne faut pas confondre, il y a plusieurs jeunesses. Hein. Il y a aussi une jeunesse qui est complètement sous l'effet du ressentiment, sur l'effet du déclassement, et qui ne veut pas voter. C'est aussi cette jeunesse-là qu'il faut aller ramener vers nous. Un représentant de la nouvelle génération des écologistes, c'est Julien Bayou, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, mais comme il était à Paris, il a mis un peu de temps pour arriver, le voilà. Je suis très heureux d'apporter mon soutien à Nicolas Thierry. Nicolas Thierry, je l'ai rencontré il y a un peu plus de 10 ans. J'étais sa petite main quand il collectait les 500 signatures pour une campagne présidentielle. Et il a porté comme ça le collectif sur ses épaules de nombreuses fois. Et vous avez vraiment du bol de l'avoir comme tête de liste. Et ensuite, on s'est retrouvé à la direction du mouvement. Il était membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est lui, je crois, qui a permis de retisser des liens de confiance avec les associations environnementales. Et c'est évidemment la clé des succès dans les mobilisations qu'on est en train de connaître. Et donc, je sais qu'on a besoin de lui, je sais qu'il fera un merveilleux président de région. Je sais qu'on pourra échanger entre présidents de région, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine, pour produire de meilleures politiques publiques sur la transition écologique, sur la justice sociale, sur la démocratisation de nos instances. Et voilà, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Votez, et bien sûr, et surtout, faites voter Nicolas Thierry pour nos terroirs, notre avenir. Ils font sérieux et crédibles, les écologistes, depuis que Julien a une belle coupe de cheveux, la chemise et la cravate. Voilà comment on est sérieux. Non, je vais passer la parole maintenant à Nicolas Thierry pour la conclusion de cette longue émission, peut-être un peu trop longue, mais il fallait que l'on explique ce que souhaitent les écologistes et leurs alliés pour l'Aquitaine et pour la France. Donc maintenant, la parole est à Nicolas pour conclure cette réunion publique en forme d'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noël. J'ai donc la responsabilité de conclure, et surtout le privilège aussi, effectivement, de conclure ce beau meeting, cette belle réunion. Nous sommes le 5 juin, ça veut dire que notre campagne entre dans la dernière ligne droite. Et mes premiers mots, en tout cas, moi, je veux commencer par remercier chaleureusement les militantes et militants qui, depuis de longs mois, de longues semaines, prennent sur leur temps personnel pour se mobiliser et faire vivre cette campagne. Puis évidemment, grand merci à Noël, à Benoît, à Maryse, et à l'autre Benoît, parce que je me dis, ça y est, à Monique, à Pierre, à Léonore, à Clément pour leurs mots, et à tous les intervenants que l'on a vus en visio. Moi, je ne suis ici devant vous que le représentant d'un collectif de femmes et d'hommes. Je vois beaucoup de visages ici, tous les départements, un collectif qu'on fait vivre depuis plusieurs mois et qui s'engage finalement pour le bien commun, qui agissent pour que la vie soit meilleure, qui militent pour que notre belle région reste debout malgré la crise économique et sociale, et puis surtout pour que notre belle région devienne écologiste pour faire face, Benoît en a parlé, face au mur climatique qui est devant nous. Et vous savez, cette région, je le dis depuis le début de cette campagne, moi je suis viscéralement attaché, j'y suis né, mes parents, mes grands-parents travaillaient la terre, je les ai vus depuis tout petit plonger leurs mains dans cette terre qui est la mienne. D'ailleurs, c'est de là que je tire mon énergie, c'est là que j'ai appris aussi la valeur de la nature, le rythme aussi des saisons, et c'est dans ce coin de France que mes convictions se sont aussi construites, mes convictions écologistes.
Et je mesure la chance que j'ai et la responsabilité qu'on a de porter un projet dans une telle région qui est riche d'une grande diversité culturelle, mais qui est aussi, ça a été dit plusieurs fois, la première région agricole d'Europe. Et notre région, elle ne doit pas prendre du retard. Elle a aujourd'hui tous les atouts pour opérer, je crois que c'est Emmanuel Morel qui le formulait comme ça, pour opérer le redressement écologique. Et en effet, on n'a plus le choix. Parce qu'on est la plus grande région de France, on doit montrer la voie, on doit montrer qu'on a les moyens de le faire, qu'on peut opérer une bifurcation de société qui est aujourd'hui essentielle, j'allais dire aux humains, mais à tous les êtres vivants qui vivent sur nos territoires et sur cette planète. Et évidemment, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça ne sera pas facile. Le défi est immense, surtout qu'on a peu de temps, on a 10 ans devant nous pour changer le cours des choses. Il va falloir du courage, il va falloir de la confiance, il va falloir du cœur, il va falloir de l'audace. Et pour que notre région soit exemplaire, on a besoin aussi de pionniers. Et c'est un peu l'esprit de la liste que l'on propose à l'occasion de ces régionales. C'est effectivement des gens, beaucoup de sociétés civiles, beaucoup d'élus, beaucoup de partenaires politiques qui ont fait le choix de défricher de nouveaux chemins, de oser parfois sortir de leur ancienne culture pour essayer de changer les choses. Et le message que l'on porte dans cette campagne, c'est de se dire, peu importe d'où vous venez, ce qui m'intéresse, c'est où vous voulez aller. C'est ça qui a vraiment été la philosophie qui a guidé la construction de cette liste. Et je le redis, il n'est plus temps de tergiverser aujourd'hui ou d'attendre. L'enjeu, il est très clair, c'est comment on évite que la planète, que notre territoire subisse une augmentation de température de plus de 2 degrés. Parce qu'on sait qu'au-dessus de ça, on va basculer dans des seuils, ce que les scientifiques disent, des seuils d'irréversibilité. Et encore une fois, quand on sait que ce mandat va aller jusqu'en 2028, et qu'on sait qu'on rentre dans la décennie critique, il faut le dire, Benoît le disait, sans ambiguïté. On rentre probablement dans la dernière fenêtre politique que l'on a pour agir. C'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est l'heure des grands choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a évoqué cette première mesure, qu'on mettrait en place l'urgence écologique, biodiversité et climat, et que notre région appliquerait tout de suite les mesures de la Convention citoyenne qui sont évidemment applicables en région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps des mesures, moi j'ai fait plusieurs débats depuis quelques semaines, et on voit bien que les déclarations creuses et contradictoires sont encore légion dans le débat. Et il faut passer aux actes, et quand je dis ça, je pense en tout premier lieu au président sortant, Alain Rousset. Oui, M. Rousset, aujourd'hui il faut des actes. J'entends le président sortant, moi, battre la campagne en parlant de son bilan. Ce n'est pas un bilan dont on a besoin. On a besoin d'un projet pour les 10 ans. Et on ne construit pas l'avenir en regardant dans le rétroviseur. C'est plus ça le sujet aujourd'hui. Et au lieu de s'en prendre d'ailleurs aux écologistes, ça a été évoqué sur les polémiques, Alain Rousset y a participé, puisque il nous a qualifié d'écologie de la brutalité à plusieurs reprises. Et nous sommes tous sauf brutaux, parce que je peux aussi profiter, je ne l'ai pas encore fait, je peux lui répondre assez directement, c'est que la campagne que nous menons, elle est très digne depuis plusieurs mois. Jamais, par exemple, nous avons instrumentalisé la justice par commodité électorale, parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Comprenez ce que j'évoque quand je dis ça. Est-ce que j'ai répondu à ces insinuations quand il dit que nous faisons des fatwas? On ne l'a pas fait, parce qu'on considère que ces termes déshonorent ou salissent plus ceux qui les prononcent que ceux qui les visent. Et je veux le dire ici, oui, nous sommes des républicains irréprochables. C'est comme ça qu'on a mené cette campagne, et on l'a menée avec dignité, et on la mènera jusqu'au bout avec dignité. Et je parlais de républicains parce que la République, ce n'est pas seulement notre patrimoine commun, c'est aussi la garante du vivre ensemble et de l'intérêt général. Et voilà pourquoi d'ailleurs, je lui ai dit directement pendant le débat d'ailleurs, il est inacceptable que Mme Darrieussecq, ministre en fonction, se déplace sur un site illégal à Caussade. Quand elle fait ça,
elle ne fait qu'affaiblir l'état de droit. Et quand une ministre prend cette décision et envoie cette image, c'est absolument désastreux. Et en effet, Madame la candidate tient des propos que Madame la ministre ne pourrait cautionner. Et cette forme de schizophrénie, ça en dit long sur le projet auquel on pourrait s'attendre si En Marche gagnait cette région demain. La région, je regarde Pierre Hormic quand je dis ça parce qu'il sait de quoi je parle, c'est pas non plus une occasion d'être un lot de consolation pour les maires qui ont été recalés, aux élections municipales. Et bravo Pierre d'ailleurs. D'ailleurs, M. Florian, puisque je parle de lui, il l'admet lui-même. Il l'admet lui-même dans les interviews. Il dit « Je ne connais pas la région, ça va être une occasion, ces élections vont être une occasion de découvrir la région. » Bon, alors moi je me dis, pourquoi être candidat? Est-ce que c'est pour se refaire une santé électorale? C'est juste. Et en tout cas, c'est certainement pas pour agir pour les habitantes et les habitants. Et je finis sur quelque chose, enfin en tout cas pour lister les candidats, je suis obligé, même si je ne voulais pas le faire, parce qu'il y a une actualité, et je ne voulais pas en parler, mais il faut que je dise un mot sur Madame Diaz. Et je le fais avec beaucoup de déplaisir, parce que je veux ne lui faire aucune publicité, mais vous savez que la candidate du Rassemblement national qui prend la pose avec les plus modestes aujourd'hui d'entre nous, il faut le dire, son vrai programme, c'est pas l'amour de notre région, mais c'est bel et bien la haine de l'autre. C'est ça qui est porté. Et vous avez vu d'ailleurs comment témoigne l'actualité, puisque une de ses colistières vient d'être accusée sur son mur Facebook de propos antisémites et de propos absolument atroces. Alors effectivement, elle a été écartée, mais il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que qui sème la haine, forcément, ne peut pas s'étonner d'attirer de telles personnes. Et il faut surtout ne jamais l'oublier, et on doit avoir la mémoire de la réalité du Rassemblement national malgré leur exercice de communication pendant cette élection. Et le projet que nous défendons à travers cette campagne régionale, c'est une région sociale et écologique qui considère que la dignité humaine, elle est plus importante que la recherche absolue d'un profit sans limite. Et c'est ça, aujourd'hui, la philosophie, le fil d'Ariane de notre projet. Nous refusons que l'égoïsme et la rapacité d'une poignée, je pourrais citer beaucoup de sujets, beaucoup d'exemples dans cette région qui illustrent ça, que la rapacité d'une poignée porte préjudice aux droits fondamentaux du plus grand nombre. On pourrait parler de la priorité sur les grandes métropoles pour faire plaisir à quelques grands groupes industriels sur des grands chantiers ferroviaires. On pourrait parler, je regarde Benoît quand je dis ça, de la rapacité de certains à aller capter la ressource en eau au détriment de tous les autres. Et les combats que nous menons, ils sont liés. C'est-à-dire que nous nous battons pour les droits sociaux et pour les droits environnementaux avec la même vigueur. Et ça, il faut l'affirmer. On ne peut pas opposer les choses. Il n'y a pas d'émancipation humaine possible avec le saccage de la nature et le pillage des ressources. Il faut le dire, le redire et l'affirmer. Et c'est d'ailleurs en affirmant et en se battant sur ces valeurs-là que l'on fera reculer l'extrême droite aujourd'hui. Et pour moi, l'écologie, elle est sociale ou elle ne sera pas. Et je rebondis sur ce que disait Benoît, et j'ajoute que la gauche doit devenir écologiste ou elle ne sera plus. Et cette double conviction, elle est partagée par toutes les personnes qui composent cette liste. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire la fierté qui est la mienne aussi de mener cette campagne qui touche à sa fin, mais qu'on l'emmène avec beaucoup d'entre vous depuis plusieurs mois. C'est, je le dis vraiment, le moment de vous dire la fierté qui est la mienne d'être de vos côtés, d'avoir mené cette campagne pendant ces longues semaines. Je pense qu'on a avancé avec la dignité de ceux qui savent que leur démarche est juste et légitime. Et je ne cite que nos têtes de liste, mais c'est derrière elles pour rendre hommage à l'ensemble des candidates et des candidats. Évidemment, un mot particulier à Maryse, dans le Lot-et-Garonne, et qui est un binôme tête de liste régionale avec qui on a débuté depuis octobre dernier. On a dû faire des centaines de déplacements, des dizaines de milliers de kilomètres. Évidemment, je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous écoute, à Nicolas Gamache dans les Deux-Sèvres, à François Scoutan en Charente, à Joan-Louis Pagès en Haute-Vienne, à Amandine Doel en Corrèze. Et c'est important pour moi de les citer. À Jérôme Orvin dans la Creuse, à Christine Graval, vous avez vu dans la Vienne, à Stéphane Trifiletti,
qui est ici, à Marilyn Forgeneuf en Dordogne, à Jean-François Blonco dans les Pyrénées-Atlantiques et à Laurence Motoman dans les Landes. Et évidemment, merci aussi aux camarades de Génération S d'être avec nous durant cette aventure, de Cap Écologie, de la gauche républicaine et socialiste, de Génération Écologie, du Parti animaliste. Et je pense évidemment, je vois Carfa Sierra Diallo qui est devant, à toutes ces personnalités qui ont fait le choix d'un premier engagement politique et qui ont fait le choix de nous rejoindre. Mais vraiment, le programme qu'on a travaillé, et Maryse y a beaucoup contribué, il fait 500 pages. 500 pages, c'est 8 mois de travail. Vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller le consulter. Il est en ligne. Vous allez vous rendre compte à quel point il ne craint pas la comparaison, à quel point il est solide, à quel point il est cohérent, à quel point il est sérieux. Il est tout simplement à la hauteur de la situation. Et on sort, je l'ai dit, de cette pandémie avec beaucoup de difficultés. Et le prochain mandat, ça doit être un mandat de rebond, de résistance et de réinvention. De rebond pour sortir de la crise économique et sociale. De résistance parce qu'il faut faire face aujourd'hui au libéralisme qui est en train de absolument tout anéantir. Et la réinvention pour tourner le dos au modèle productiviste. Et pour sortir de ça, il faut une nouvelle équipe, il faut un nouveau souffle et il faut un nouveau cap. Et vous l'avez compris, les élections qui sont devant nous, c'est un cap crucial. C'est peut-être, je le dis, notre dernière fenêtre pour agir. Et il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut vraiment qu'on soit à la hauteur de ça et il faut que le 20 juin au soir, dans quelques jours, l'écologie soit en tête pour demain proposer un nouveau chemin. Et on sera regardé dans l'Europe entière parce qu'on n'est pas n'importe quelle région. On est la plus grande région d'Europe. Et ce que nous avons fait, et je termine là-dessus, ce qu'on a fait à Poitiers, ce qu'on a fait à Bordeaux et ce qu'on a fait dans bien d'autres communes, on peut le faire à l'échelle de la région. Et surtout, c'est mes derniers mots, ne vous laissez pas impressionné par la force des habitudes, ni par des sondages qui lisent l'avenir dans les boules de cristal. Pour nos terroirs et pour notre avenir, pour nos territoires, pour notre région, mobilisez-vous, mobilisons-nous et allons convaincre et encore convaincre. La victoire est possible et vous le savez, demain nous appartient. Applaudir Nicolas, merci beaucoup. On va demander. Voilà. Donc rendez-vous. Ils sont là tous. Ils sont tous là, ou presque, autour de Thierry. Rendez-vous le 20 et le 27 juin. D'ici là, parlez-en autour de vous et dites que les écologistes, c'est les réalistes contre les utopistes qui veulent maintenir le statu quo. L'avenir, il est là. Bonne soirée à tous.